Euron, notre maître de cérémonie, s'oppose à son père. Le marquis, Wellington, croit que seules les lames d'Oro peuvent briser une écaille de borax, alors Euron fait un simple pari. Si un poignard abat la bête, Wellington doit l'entraîner. Sinon, Euron suivra la volonté de son père. Après avoir poussé ses ardivins à la 3e étoile, le lendemain, il affronte le Borak invoqué, une créature qu'il a autrefois écrite. La créature commença à l'attaquer sans relâche, mais il les esquiva facilement. Après s'être éloigné de la créature, un endroit dégagé apparaît dans sa vue, marquant un point faible près d'une articulation sans écaille. Il le teste avec un lancer propre. Le borax tombe avec un seul poignard. Le choc se transforme en acclamation. Le magicien confirme le résultat. Mais avant qu'il ne devienne comme ça, revenons au début. 6 mois auparavant, notre protagoniste avait ouvert les yeux pour se retrouver dans une pièce étrange. Il est sur un lit king size dans une pièce luxueuse. Il entendit soudain quelqu'un l'appeler jeune maître. Il lève les yeux pour voir une belle femme chevalier se tenir devant lui. Il admire toujours sa beauté quand il réalise que les vêtements qu'elle porte ont l'air étranges. Le chevalier lui demande s'il se sent bien, et avant qu'il ne puisse répondre, elle mentionne qu'elle va appeler le prêtre. Alors qu'elle se retourne pour partir, Irène la rappelle, lui disant qu'il aimerait lui demander quelque chose. Cependant, le chevalier l'ignore et sort de la pièce. Après son départ, Irène sort du lit et se dirige vers le miroir. C'est là qu'il est frappé par la plus grande surprise. Il hurle d'agonie quand il réalise qu'il est un type rondouillard ailé avec un visage à frapper. Urine commence à remettre en question tout ce qu'il sait, se demandant où son beau corps d'âge mûr a disparu. Il n'arrive pas à croire qu'il s'est transformé en un sale gosse laid et rondouillard. Il commence à paniquer, se demandant s'il est dans un rêve ou quelque chose comme ça. Il pense à se rendormir pour se réveiller avec son corps d'origine lorsque le prêtre entre dans la pièce. Le prêtre est accompagné du chef de la maison et du chevalier féminin. Le chef de la maison a l'air absolument terrifiant alors qu'il fixe Urine du regard. Le prêtre tient la main d'Urine pour vérifier son pouls. Pendant que le prêtre fait cela, le chef de la maison appelle Urine une honte totale, se demandant pourquoi il a finalement décidé de se réveiller. Urine est paralysé de peur alors qu'il se demande qui est l'homme effrayant. Le prêtre exhorte le chef de la maison à se calmer puisqu'Urine vient de se réveiller, et il peut le punir plus tard. Le prêtre vérifie le corps d'Urine et révèle sa surprise qu'il ne soit pas gravement blessé. En fait, son esprit est stable, et toutes ses blessures ont disparu. Le prêtre dit que c'est un soulagement, mais le chef de la maison se dispute avec lui, disant qu'il vaut mieux qu'Urine soit mort. Les choses s'aggravent alors que l'homme hurle sur Urine, lui disant qu'il a battu sa fiancée. Urine est vraiment confus par tout ce qui se passe, et le vieil homme continue avec ses réprimandes, disant qu'Urine a 19 ans et qu'il n'a toujours pas grandi. Le chef de la maison hurle à nouveau, disant à Urine qu'il est inutile puisque son frère a pu éveiller son aura. Urine, d'un autre côté, grossit de jour en jour. À la mention du mot aura, quelque chose se déclenche dans la tête d'Urine. L'homme dit alors à Urine de s'excuser auprès d'elle quand il se rétablira. Urine est confus par ce que l'homme veut dire par elle. Cela lui vaut une autre série de réprimandes alors que l'homme lui rappelle qu'il parle de sa fiancée, Ilia. L'homme fait savoir à Urine qu'il est foutu si sa fiancée ne lui pardonne pas. Urine est forcé de demander à nouveau pour savoir s'il a bien entendu. L'homme répète le nom d'Ilia, et il lui dit d'arrêter de déshonorer la famille Rock plus longtemps. L'homme termine alors sa déclaration en l'appelant par son nom, Urine. À ce stade, Urine confirme sa peur, réalisant qu'il est Urine Rock. Puisqu'il est Urine Rock, il en conclut que l'homme est le marquis Wellington Rock. L'homme entend cela, et il se met en colère. Il se retourne immédiatement pour frapper Urine au visage, lui demandant pourquoi il a autant d'audace pour appeler son propre père par son nom. Urine tombe au sol, et avant que Wellington ne puisse le battre davantage, le prêtre et la garde féminine le retiennent. Urine reste au sol alors qu'il recommence à repenser à toutes les décisions de sa vie. Il n'arrive pas à croire ce qui lui arrive. Il s'évanouit et s'attend à se réveiller dans la réalité. Quand il se réveille, il est choqué de voir qu'il est toujours dans la même pièce, et le chevalier féminin est là avec lui. Il se demande pourquoi il ne se réveille pas du rêve, et la garde féminine s'approche de lui en lui posant une question stupide sur s'il est réveillé. Euron décide de confirmer pleinement s'il a raison avec sa déduction. Il appelle la garde féminine Aron, et comme il le craignait, la dame répond au non. Il confirme ensuite auprès d'Aron que la raison pour laquelle il était alité est qu'il a poursuivi Ilia et s'est fait tabasser au point de s'évanouir. Aron révèle que Urine a attaqué sa fiancée dans la pièce, mais elle a inversé les rôles et a tabassé Urine avant qu'il ne s'évanouisse finalement. Urine se prend la tête d'horreur comme s'il venait de se souvenir de quelque chose de fou. Eren est confus quant à ce qui ne va pas avec le type, mais Urine sait qu'il est tellement foutu. Urine finit par se calmer, et il arrive à l'amère réalisation qu'il s'est en quelque sorte retrouvé à l'intérieur du roman web qu'il a écrit. Cependant, le pire est qu'il n'est pas entré dans le roman web en tant que protagoniste. Il a fini par entrer dans l'histoire en tant que méchant poubelle qui se bat avec le héros et finit par mourir horriblement. Irène recommence à paniquer, laissant Eren lui demander ce qui ne va pas avec lui. Irène hurle, disant qu'il s'est en quelque sorte retrouvé dans une histoire poubelle qui n'est même pas un webtoon. Le Irène Rock qu'il a possédé est un déchet qui n'a aucun talent, aucune compétence,
et il ne s'entraîne jamais. Il est juste un méchant stupide qui profite du nom de sa famille en tant qu'héritier, mais ensuite il perd sa fiancée au profit du protagoniste. Enragé, il a attaqué le protagoniste, mais cela s'est avéré être une erreur sur son chemin parce que le protagoniste l'a défoncé avant de le tuer dans une ruelle sale. Maintenant qu'il s'est retrouvé dans le corps d'une personne poubelle, notre gars se demande comment il est censé survivre. Puisqu'il s'agit d'un monde fantastique, il est toujours confus quant aux capacités qu'Urin a du tout. Cependant, il connaît les chances et les objets que le protagoniste n'a pas encore trouvés. Urin arrive à la conclusion que sa seule chance est de se préparer rapidement. Il essaie de sortir du lit, mais son corps est trop lourd à cause de la graisse, et il s'écrase au sol. Aaron se précipite rapidement pour vérifier comment il va. Elle lui demande s'il va bien, mais avec de la frustration écrite sur tout son visage, il dit à Aaron qu'il est loin d'aller bien. Juste à ce moment-là, Aaron réalise qu'il peut enfin voir l'écran d'état. Avec ceci, il peut voir les stats d'Eren. Le trait d'Eren est l'épée rapide de niveau 2, un esprit clair, l'aura de niveau, l'adaptation de niveau, et pour son niveau d'affection envers Euron, il est de 0. Urin est content d'avoir pu invoquer la fenêtre de statut, et il dit à Erin qu'elle est libre de partir car il se sent beaucoup mieux. Erin se conforme à ses instructions et commence à partir. Alors qu'elle s'éloigne, Urin se concentre sur ses stats. Il n'est pas surpris car Erin est faite pour être plus forte que la plupart des chevaliers ordinaires, mais il est surpris que son niveau d'affection soit de 0. Irène est particulièrement inquiet qu'il y ait une option d'affection sur la fenêtre de statut. Irène se demande si cette option est là parce qu'il a surtout joué à des jeux de simulation de rencontres dans le passé. Il n'arrive pas à croire que la construction du monde dans lequel il s'est retrouvé est totalement nulle. Il repense ensuite à l'option d'affection, se demandant si c'est la raison pour laquelle Aaron agit de manière étrange. Cependant, il met cela de côté et décide de vérifier à nouveau le miroir. Il est tellement énervé par le corps nul qu'il a. Juste à ce moment-là, la fenêtre de statut s'ouvre pour qu'il puisse voir ses stats. Il est excité de vérifier ses stats, mais l'excitation tombe vite à l'eau quand il voit les stats nulles qu'il a. Pour sa condition spéciale, le système lui fait savoir qu'il souffre d'obésité morbide, ce qui est assez évident en passant. Pour son trait, il a l'œil du créateur, mais il est toujours au niveau 1. Il est également baigné avec les 4 arts célestes du venin, mais cette section est toujours verrouillée. Cependant, son taux de synchronisation est de 99,9%. Euron se rend compte que seule l'une de ses capacités se démarque, et ce sont les 4 arts célestes du venin. Soudain, il lui vient à l'esprit que les arts du venin ont été adoptés du webtoon Wuxia qu'il aimait. C'est un webtoon qui a une héroïne attirante. De plus, le poison et l'art martial des armes cachées sont les 4 arts célestes du venin. À ce stade, Euron se rend compte que ce monde est un mélange de tout ce qu'il connaissait auparavant. Juste à ce moment-là, il lui vient à l'esprit qu'il pourrait avoir une chance s'il apprenait réellement les 4 arts célestes du venin. Irène sourit en croyant qu'il a trouvé un ticket pour sa survie. Apparemment, il existe une secte prestigieuse de la province du Sichuan, et elle apparaît dans les romans chinois Wuxia. C'est un clan qui se spécialise dans les poisons et les assassinats silencieux avec des armes cachées chargées de toxines. Irène se demande pourquoi le clan Tang du Sichuan est dans ce monde alors que le monde est censé être un monde de fantaisie médiévale. Plus tard, Wellington apprend d'Irène que Irène s'est remis sur pied. Il lui demande comment Irène se sent, et elle révèle qu'il ne semble pas encore aller bien puisqu'il a trébuché quand il a essayé de se tenir debout. Aaron dit que le corps de Urin est toujours en mauvais état. Wellington ajoute également que le prêtre a dit que ses blessures sont guéries, ce qu'il trouve assez étrange. Wellington demande à Aaron si elle trouve quelque chose d'étrange dans le comportement de Urin puisqu'il est généralement têtu, mais il a facilement accepté de s'excuser auprès d'Ilia quand il l'a suggéré plus tôt. Wellington ne veut pas croire que l'Urine a eu un changement de personnalité soudain. Wellington est confiant que le lendemain, l'Urine redeviendra son moi normal qui cause toujours des problèmes. Cependant, Aaron pense le contraire. Elle a foi dans le fait que l'Urine finira par se décider un jour. Wellington est choqué d'entendre cela de la part d'Aaron. Il est surpris qu'Aaron ait encore un peu de foi dans l'Urine alors que lui, qui est son père, a déjà renoncé à lui. Wellington dit à Erin qu'elle met essentiellement son espoir sur quelque chose qui pourrait ne jamais se réaliser. Wellington commence à regretter son action de ne pas avoir permis à Erin de simplement vivre sa vie de chevalier au lieu de l'assigner à l'Urine. Même avec tout ce que Wellington dit, Erin croit toujours dans son cœur que l'Urine est différente. Elle ne peut pas expliquer le sentiment, mais elle le sait juste. Le lendemain, Erin est choquée quand elle entend l'Urine demander la salle d'entraînement parce qu'il aimerait exercer son corps. Erin n'en croit pas ses oreilles alors que l'Urine exige qu'elle le conduise à la salle d'entraînement. Irène remarque la réaction d'Erin, et il lui demande s'il y a un problème avec ça. Irène a déjà compris que l'œil du créateur lui permet de voir les stats. Mais quant au clan Tang du Sichuan, il ne sait toujours pas comment le déverrouiller. Irène suppose que son obésité pourrait l'empêcher de faire ça. À cause de cela, il veut exercer son corps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de contourner ça. Alors que lui et Aaron traversent le manoir, Irène est impressionnée par la taille du jardin, et il le compare à plusieurs stades combinés. Après avoir marché pendant quelques minutes, Urin sent déjà la chaleur. Il pense à s'entraîner dans sa chambre,
mais il sait qu'il abandonnera toujours et dormira simplement car il y a un lit qui le fixera au visage. Yurin est assez sage pour savoir qu'il ne peut pas s'entraîner dans sa chambre. Il passe devant un groupe d'ouvriers et de servantes. Grâce à l'œil du Créateur, il est capable de voir ce qu'ils pensent de lui. Chaque serviteur qu'il a rencontré soit ne l'aime pas, soit le déteste extrêmement. Urine n'en veut à aucun d'entre eux pour ça car Urine était un tas de merde qui a dénigré tout le monde dans le manoir. Peu de temps après, ils arrivent à la 3e salle d'entraînement. Urine est déjà essoufflé au moment où ils arrivent là-bas. Aaron lui fait savoir que les chevaliers utilisent la 2e et la 1re salle d'entraînement, c'est pourquoi la 3e salle d'entraînement est libre. En entrant dans la salle d'entraînement, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui suit une séance d'entraînement là-bas. Il vérifie l'affinité du type et se rend compte qu'il est le pire qu'il ait rencontré jusqu'à présent. Le type ne se contente pas de ne pas l'aimer, mais il le déteste et veut le tuer. Le type est rechalion, et au moment où il voit Yurin, il commence à marcher vers lui pour le saluer. Il agit cool car Eren est là, mais au fond, Yurin sait que le type a hâte de lui couper la tête du cou. Reka demande à Yurin pourquoi il est venu à la cour d'entraînement, mais Yurin panique en appelant le nom du gars. Reka sourit en disant à Yurin qu'il ne savait pas qu'il se souvenait encore de lui. Yurin ne se souvient pas vraiment de Reka, et il appelle Arin à part pour lui demander si quelque chose s'est passé entre lui et Reka. Arin est surprise que Yurin ne se souvienne pas de ce qu'il a fait. Apparemment, il y a quelques années, le père de Yurin l'a forcé à s'entraîner. Yurin était en colère à cause de ça, et il a appelé Reka. Reka était encore stagiaire à l'époque. Yurin fait ses conneries habituelles de méchant et met une cicatrice sur le visage de Reka tout en riant comme un maniaque. Après que Yurin ait fait ça, son père a pratiquement renoncé à l'entraîner. Après avoir entendu ça, Yurin se rend compte que son ancien moi est un type vraiment nul. Eren n'est pas prêt à rester assis et à voir ce que Reka va lui faire. Il suggère qu'il s'enfuit de là. Il demande à Eren s'il y a une autre salle d'entraînement qu'il peut utiliser seul. Eren révèle qu'il y a une 4e salle, mais elle est très loin et l'équipement est mauvais. Aaron dit que c'est surtout un champ vide, mais Yurin déclare que c'est exactement ce qu'il veut. Puisqu'il veut perdre du poids, il veut le faire correctement. Réalisant qu'elle ne peut pas le faire changer d'avis, elle n'a pas d'autre choix que de l'emmener au 4e hall d'entraînement. Ils arrivent au terrain d'entraînement, et Yurin est surpris lorsqu'il trouve des couteaux de lancer sur la table. Yurin se souvient que le clan Tang du Sichuan est spécialisé dans les couteaux de lancer et les petites armes. Il ramasse un des couteaux, espérant qu'il pourra faire quelque chose de bien avec. Yurin le ramasse habilement et utilise toute sa force pour lancer le couteau. Cependant, le couteau n'atteint pas la cible avant de tomber. Yurin est gêné par cela, et il se retourne pour regarder Erin, lui disant qu'il a juste lancé le couteau pour s'amuser et qu'il ne voulait rien dire de sérieux avec. Réalise que la première chose sur laquelle il doit travailler est son endurance. Il décide que courir autour du terrain d'entraînement devrait aider avec ça. Erin reste là, le regardant fixement alors qu'il essaie de compenser le moment embarrassant dans lequel il s'est mis. Yurin commence à courir autour du terrain, disant à Erin qu'elle est libre de s'entraîner comme elle le souhaite. Cependant, Yurin s'évanouit presque après quelques tours sur le terrain d'entraînement. Plus tard, son père apprend qu'il a commencé à s'entraîner, et cela le choque. Cependant, il ne pense pas que ça va durer aussi longtemps. Étonnamment, Yurin s'entraîne toujours après 3 semaines. Wellington n'arrive pas à croire que son fils n'a pas manqué un jour d'entraînement depuis qu'il a commencé. En seulement 3 semaines d'entraînement constant, Yurin a perdu beaucoup de poids, et son apparence a tellement changé. Wellington est maintenant fier, et il commence enfin à appeler Yurin son fils. Wellington réalise que sans la graisse corporelle, Yurin est plutôt beau. Wellington se demande si son fils a vraiment changé. Même Yurin se tient devant le miroir dans sa chambre pour s'admirer. Il réalise qu'il a perdu beaucoup de poids, mais même avec ça, le trait du clan Tang du Sichuan refuse toujours de se débloquer. Il décide qu'il va lui donner un mois, et si ça ne se débloque pas d'ici là, il procédera à voler tout ce qui est destiné au protagoniste. Momentanément, Aaron entre dans la pièce avec la nourriture de Yurin. Le repas est fondamentalement appelé soupe chiron, mais contrairement à son nom, il est plutôt utile. C'est un plat nutritif pour l'endurance qui est excellent pour brûler les graisses et développer les muscles. Dans la famille Rox, il est naturel pour eux de le manger après chaque séance d'entraînement. Yurin n'arrive pas à croire qu'il doit encore manger de la soupe Choreyan. Aaron lui demande s'il en a déjà marre de la soupe, et il dit oui. Il mentionne qu'il mange de la soupe depuis 3 semaines d'affilée sans rien manger d'autre. Aaron le regarde droit dans les yeux avec un regard sévère et effrayant. Elle lui demande ce qu'il veut vraiment. Elle veut savoir si c'est son désir de devenir un chevalier ou juste de perdre du poids. Yurin déclare qu'il aimerait devenir un chevalier, et Aaron lui dit qu'il n'a pas d'autre choix que de manger la soupe chiron parce que même le chef de la maison en mange encore après avoir terminé l'entraînement. Aaron dit à Yurin d'arrêter de se plaindre et de juste manger la soupe. Yurin n'a d'autre choix que d'accepter après la conférence d'Aaron. Aaron n'est peut-être pas à l'aise avec la soupe, mais il sait qu'elle l'a aidé au cours des 3 semaines. Yurin décide de continuer à manger la soupe jusqu'à ce qu'il en ait finalement marre. Il prend une cuillerée de l'assiette, et juste au moment où il la mâche, il remarque quelque chose d'étrange. Il se rend compte que la soupe a un goût très différent des autres jours. Cependant, il continue de manger jusqu'à ce que la fenêtre d'état s'ouvre soudainement,
indiquant à Yurin qu'il a ingéré du poison. Yurin est choqué de voir cela, mais il s'avère que c'est une bénédiction parce que cela satisfait la condition pour débloquer le clan Tang du Sichuan. Yurin lève les yeux et sourit puisqu'il sait que c'est le début de son grand voyage. Wellington se tient à sa fenêtre comme d'habitude pour admirer son grand-fils. Juste à ce moment, quelqu'un frappe à la porte, et l'homme leur ordonne d'entrer. Il s'avère que c'est sa seconde épouse, Kaina, et elle a apporté du thé pour eux. Elle a remarqué que son mari regardait quelque chose et lui a demandé ce qu'il regardait, et il a menti en disant qu'il regardait le magnifique jardin. Kaina utilise ensuite l'occasion pour se vanter, disant qu'elle s'est spécialement occupée du jardin. Le marquis joue le jeu, disant à Kaina que ses compétences sont impressionnantes. Juste à ce moment-là, Kaina recourt à ses instincts féminins alors qu'elle s'approche du marquis pour le serrer dans ses bras par derrière. Elle le serre dans ses bras, lui demandant quand il prévoit de choisir son fils, Colin, comme son héritier, comme il l'a déjà mentionné. Kaina suggère que le marquis fasse cela assez rapidement puisqu'il a déjà décidé. Le marquis la choque alors, lui disant que cela pourrait prendre plus de temps qu'il ne le pensait. Kaina devient plus sérieuse, rappelant au marquis qu'il a promis de nommer Colin son héritier dans le mois. Wellington admet qu'il a dit cela, mais dit à Kaina qu'elle a dû entendre parler du fait que Yurin a soudainement repris ses esprits. Puisque Yurin est le fils aîné, Wellington croit que Yurin peut s'avérer être un bon successeur. Kaina affiche un faux sourire, disant à son mari qu'elle a également entendu parler du changement soudain de Yurin. Elle dit qu'elle est heureuse que le garçon ait enfin repris ses esprits. Wellington se met à rire, disant à Kaina qu'il ne croit pas qu'il ait été ramené à la raison par une raclée de sa femme. Kaina revient ensuite sur le sujet du successeur, lui demandant ce qu'il compte faire à ce sujet. Wellington dit que Yurin ne s'entraîne que depuis 3 semaines, et il aimerait l'observer un peu plus longtemps avant de prendre sa décision. Cependant, il promet à Kaina qu'il remettra immédiatement le poste d'héritier à Colin si Yurin revient à ses anciennes habitudes. Après avoir entendu cela, Kaina se retourne pour partir, disant à son mari qu'elle l'attendra dans la chambre. Elle sort de la pièce et manque de mordre la poussière tellement elle est énervée, et elle jure de montrer à Yurin de quoi elle est capable. Maintenant dans le présent, Yurin réalise enfin que la condition pour débloquer l'accès au Sichuan Tang est d'ingérer du poison, et il vient de le faire. Il fixe ensuite la fenêtre d'état pour savoir ce qui a été placé à l'intérieur de la soupe qui lui a été donnée. Apparemment, la soupe contient une herbe spéciale qui provoque la paralysie. C'est une herbe médicinale, mais elle contient un peu de toxines. L'herbe est inoffensive pour les adultes en petite quantité, mais une consommation constante de celle-ci entraîne la paralysie et tue plus tard la cible. Yurin fixe l'écran d'état quand Taron entre dans la pièce, lui demandant s'il n'est plus intéressé par la nourriture. Yurin s'excuse et commence à consommer la soupe à la hâte. Cependant, il reste avec la question de savoir qui aurait pu mettre le poison dans la nourriture. Il est assuré qu'il ne peut pas être tué avec du poison, mais il sait que quelque chose a changé dans l'histoire. Juste à ce moment-là, il réalise que Colin n'a pas encore été nommé héritier, ce qui était quelque chose qui s'est produit à peu près à cette époque dans l'histoire. Il se demande si la nomination d'un héritier a été retardée parce qu'il a commencé à s'entraîner, et la personne qui a mis le poison dans la nourriture ne l'aime pas et vient très probablement du camp de Colin. Après avoir fini de manger, le système l'informe qu'un faible poison paralysant a été débloqué pour lui. Yurin se tourne vers Erin, lui disant qu'il a fini le repas, et que c'est tellement bon que ça l'a fait pleurer. Il lui dit qu'il veut être seul pendant un certain temps, sans discussion. Erin s'excuse et quitte la pièce, exhortant Yurin à se reposer. Après le départ d'Erin, Irène se tient devant le miroir et exige que le clan Sichuan Tang lui apparaisse. Juste à ce moment, les stats de Irène apparaissent devant lui. Il a acquis quelques compétences, dont un léger empoisonnement, mais son surpoids persiste. De plus, son taux de synchronisation est tombé à 97%. Yurin se concentre ensuite sur davantage de traits, et il se rend compte qu'il y a un tas de traits qui sont toujours verrouillés. Il ne peut toujours pas accéder aux techniques les plus puissantes car elles nécessitent que d'autres conditions soient remplies. Yurin est époustouflé par le nombre de poisons qui sont à sa disposition, et le dernier niveau sur le panneau est le niveau 30. Pour atteindre le niveau 30, il doit débloquer les niveaux supérieurs. Cependant, il a besoin d'une technique intérieure pour débloquer celle de base. Irène se rend compte que le clan Tang utilise en fait l'énergie interne pour manier le poison. Il vérifie ensuite la section des arts martiaux où il se rend compte qu'il peut choisir l'une des 4 techniques disponibles. Il y a les arts du poison noir, les arts de l'aiguille de tonnerre, les 10 000 venins et l'énergie divine. Irène connaît immédiatement le bon choix pour lui puisqu'il est un grand fan de l'histoire du clan Tang. Les arts du poison noir se concentrent sur le poison, tandis que les arts de l'aiguille de tonnerre se concentrent sur les armes cachées. Pour l'énergie divine des 10 000 venins, il faut plus de temps pour la maîtriser, mais elle permet au détenteur d'atteindre la maîtrise à la fois du poison et des armes cachées. Sans hésiter, il choisit l'énergie divine des 10 000 venins. Au moment où il fait son choix, il sent une étrange énergie circuler dans son corps, et il se rend compte qu'il doit immédiatement faire circuler l'énergie. Il enlève sa chemise et commence à méditer. Et avec ceci, il sent un flux étrange dans tout son corps. Il se rend compte que l'énergie qu'il ressent est le QI.
Il commence à le guider à travers les méridiens appropriés afin de pouvoir le stocker dans le dantian pour développer sa force interne. Yurin reste dans cette position toute la nuit sans s'en rendre compte. Même s'il n'a pas dormi, il ne se sent pas fatigué. Son corps a également changé sans qu'il s'en rende compte. Yurin a pu concentrer le fromage de sorte qu'il le ressent maintenant partout. Il peut même dire le nombre d'oiseaux à l'extérieur de sa fenêtre sans même se tourner pour les voir. Yurin vérifie son énergie divine des 10 000 venins et découvre qu'il est actuellement au niveau 1 étoile, ce qui lui accorde 10% de la puissance totale. Soudain, une aura familière s'approche de sa porte, et lorsque la personne ouvre, il s'avère que c'est Aron. Aron entre dans la pièce pour trouver Yurin sur son lit, en train de méditer. Elle est surprise lorsqu'elle se rend compte que Yurin n'a pas dormi de la nuit, lui disant que c'est assez dangereux. Elle suggère à Yurin de se reposer pour la journée, mais Yurin refuse, disant à Aron qu'il va s'entraîner. Yurin assure à Aron qu'il se sent bien et qu'il est en pleine forme, il doit donc s'entraîner. Aron sort ensuite pour préparer le petit déjeuner, mais elle remarque que Yurin prend de la masse. Quand il arrive au terrain d'entraînement, Yurin ramasse un des couteaux de lancer. Il se tient devant la cible, et à sa grande surprise, un réticule apparaît juste devant ses yeux, comme dans un jeu de tir à la première personne. Avec cela, il est capable de viser précisément la cible, et il lance le couteau avec toute sa force pendant qu'Eren le regarde. Le couteau frappe la cible avec une précision ultime, choquant Eren. En faisant cela, Euron débloque les armes cachées du clan Tang. Eren ne peut pas se retenir alors qu'elle s'approche d'Euron pour lui demander ce qu'il vient de faire. Yaron fait l'idiot, disant à Aron qu'il n'a aucune idée de ce qui s'est passé non plus. Il pense que ce sont les résultats de l'entraînement du mois dernier qui commencent à se manifester. Aron réfute cela car elle ne le croit pas. Yaron se rend compte que ce sera la première fois qu'il verra Aron totalement déconcerté, et il suggère qu'il essaie de lancer le couteau une fois de plus. Yaron peut sentir l'énergie intérieure ardente jaillir de son corps lorsqu'il lance quelque chose. Avec ceci, il prend une pose encore meilleure, et il lance le couteau plus vite et plus fort. Le couteau frappe la cible en plein milieu et la fissure, laissant Aron totalement stupéfaite. Aron fixe Yorin droit dans le visage, soulignant le fait qu'il vient de briser le panneau cible. Yorin se contente de sourire, mais il sait que l'apparition du réticule dans ses yeux est essentiellement un code de triche pour lui. Apparemment, Eren aimait autrefois un jeu épicé appelé Attaque de bataille, et il est même arrivé premier au tournoi de café organisé pour le jeu. Eren crie sur Eren, lui demandant ce qu'il vient de faire. Eren ignore la question et demande à Eren si elle peut ressentir quelque chose de lui. Eren réfléchit bien avant de répondre, lui disant qu'il a perdu pas mal de poids depuis la veille. Quand elle mentionne l'aspect du poids, Yurin est choqué. Eren souligne ensuite que Yurin s'est entraîné tous les jours et a mangé la soupe, ce qui lui a fait perdre beaucoup de poids. Cependant, il a l'air totalement différent du jour au lendemain. Yurin est surpris d'entendre cela, mais surtout, il est soulagé qu'Aron ne puisse pas sentir l'énergie intérieure circuler dans son corps. Cela lui indique en gros qu'il est le seul à pouvoir utiliser l'énergie intérieure dans ce monde, et personne d'autre ne peut la détecter. Avec ceci, Eren est confiant qu'il a acquis un pouvoir incroyable, et il décide de continuer à pratiquer. Il ramasse les couteaux et commence à les lancer pour frapper la cible avec précision. Eren est choquée de voir cela, et elle finit par intervenir, demandant à essayer de lancer les couteaux aussi. Elle ramasse un couteau, prend sa pose et le lance. Mais à sa grande surprise, le couteau rebondit sur la cible à la place. Yurin rit, disant qu'il est heureux qu'il y ait quelque chose qu'Aron ne puisse pas faire. Yurin jette ensuite un autre coup d'œil à la fenêtre d'état où il voit qu'il a débloqué la coupe droite. Cela lui permet de lancer plus vite et plus fort et pas seulement avec des objets de mémoire. En gros, il peut ramasser n'importe quoi et le lancer avec une précision ultime, tout comme il le fait avec les couteaux. Eren est surpris de voir cela, et il décide de l'essayer sans délai. Eren est toujours occupé à se rabaisser quand Yurin la presse de s'écarter. Eren est choqué quand elle voit Yurin tenir une épée en bois cassé. Yurin se tient devant la cible, et il fait circuler l'énergie à travers son corps. Et en utilisant la compétence de coupe droite, il lance l'épée en bois endommagée. À la plus grande surprise d'Aron, l'épée en bois brise la cible. Aron hurle d'horreur, et elle demande à Euron quel genre de pouvoir coule dans ses veines. Euron répond maladroitement que c'est le pouvoir de la pratique, mais Aron n'est pas dupe, et elle sait que c'est tout à fait impossible. Eren supplie alors Eren de lui rendre un service. Il est conscient qu'elle rapporte chacun de ses mouvements à son père, mais il la supplie de ne pas en parler à son père pour le moment. Eren veut contester cela, mais Eren souligne le fait qu'il est en train de tester plusieurs choses, et il promet de tout lui expliquer plus tard. Tout ce qu'il veut, c'est qu'elle lui donne un peu de temps pour mettre les choses en ordre. Aron n'a d'autre choix que d'accepter cela. Plus tard dans la journée, Eren suit l'un des ouvriers, Perrault. Grâce à son œil de créateur, il comprend que le type utilise du poison, mais son affinité envers lui est neutre. Yurin comprend immédiatement que Perrault est la personne qu'il recherche, car il est le seul à pouvoir facilement glisser du poison dans sa nourriture sans que personne ne s'en aperçoive. En utilisant la flèche flottant dans sa main, Yurin est capable de cibler Perrault, et il le touche avec un poison paralysant qui laisse une traînée verte. Perrault est touché avant même de savoir ce qui se passe. Il s'écrase au sol et s'évanouit tandis que Yurin est fier de lui.
Grâce à la fenêtre d'état, Urin peut voir que l'effet du poison paralysant durera 1 heure. Urin attrape le type inconscient et l'emmène dans un entrepôt tranquille. Quand le type se réveille enfin, il voit Urine debout devant lui, et il a l'air vraiment menaçant. Urine sourit diaboliquement, et Perrault sait déjà ce qui l'attend. Urine exhorte alors Perrault à répondre honnêtement à ses questions s'il veut vivre un autre jour. Il lui demande s'il est celui qui a mis du poison dans sa soupe. Irène dit à Perrault de cligner des yeux une fois si la réponse est correcte, mais si elle est fausse, il devrait cligner des yeux 2 fois. Il lui demande à nouveau s'il est celui qui l'a empoisonné, et il a cligné des yeux 1 fois. Il continue en demandant si le poison était de l'herbe de Hagnan, et Perrault a cligné des yeux 1 fois de plus. Urin est content que Perrault coopère avec lui, et il passe à la question suivante où il demande à Perrault si c'est Kaina qui lui a demandé de réaliser l'empoisonnement. Perrault a cligné des yeux 2 fois en disant que ce n'était pas Kaina. Urin se fâche, et il sort un couteau, disant à Perrault de réfléchir à nouveau car il serait préférable qu'il ne lui mente pas. Urin lui fait savoir qu'il a un moyen de voir et de savoir les choses. Il lui assure qu'il va lui couper la gorge s'il lui ment. Irène pose alors à nouveau la question, et étonnamment, Perrault maintient sa réponse, disant que l'ordre ne venait pas de Kaina. Irène comprend que Perrault ne ment pas, mais il se demande qui aurait pu lui ordonner d'être empoisonné. Urine décide de le découvrir plus tard, et il sort une pilule, disant à Perrault de l'avaler. Il lui fait savoir que c'est un poison paralysant, et il pousse la pilule dans sa bouche. Après que Perrault l'ait avalé, Urine lui fait savoir qu'il n'a plus qu'1 mois à vivre. Urin assure à Perrault que tous ses organes internes fondront s'il ne prend pas l'antidote dans l'espace d'1 mois. Puisque Perrault ne veut pas mourir, Urin lui dit qu'il devra commencer à suivre ses ordres. Perrault tremble de peur, réalisant qu'il s'est mis dans une position compromettante. Urin place ensuite sa main sur la tête de Perrault et utilise son pouvoir pour libérer le poison paralysant. Avec cela, Perrault peut enfin bouger et parler. Urin pose alors à nouveau la question, exigeant de savoir qui a ordonné à Perrault de l'empoisonner. Perrault révèle finalement la vérité, disant que c'était le capitaine de nuit Carox Livintin. Urin est choqué d'entendre cela, et Perrault révèle que Carox prévoit de tuer Urin par maladie dans l'année. Il s'avère que Carox est le frère aîné de Kaina, et il a obtenu le rôle de capitaine des chevaliers. Grâce à son mariage avec le marquis, Urin est soulagé de ne pas se tromper totalement puisque Kerax est le frère de Kaina, ce qui fait d'eux des complices. Urin tend ensuite à Perrault un morceau de papier, et une liste de poisons est écrite sur le papier. Puisque Perrault est très compétent en matière de poison, Urin pense qu'il peut aider à les obtenir sur le marché noir. Urin dit à Perrault de prendre l'argent dont il a besoin à Kerax et de rassembler tous les poisons de la liste. Urin veut que Perrault lui apporte les poisons, et il lui ordonne de commencer par celui qu'il a déjà avec lui. Perrault est choqué, et il demande à Irène pourquoi il a besoin de poison. Mais Irène répond froidement, disant à Perrault qu'il ne lui a jamais donné la permission de poser des questions. Perrault s'excuse rapidement, et Irène lui dit qu'il est libre de partir. Avant de quitter la pièce, Urin dit à Perrault qu'il veut une dose de poison dans sa nourriture à partir de ce moment-là. Perrault entend cela, le laissant dans l'incrédulité totale. Quand Urin arrive dans sa chambre, il commence à célébrer parce qu'il a réussi à faire croire à Perrault qu'il y a réellement du poison dans son système. Ce que Irène lui a donné, ce n'était que des feuilles séchées qu'il avait regroupées. Irène réalise alors qu'il est impératif qu'il apprenne les arts martiaux du clan Tang de Sichuan. Apparemment, quelque chose de terrible va arriver très bientôt, et il doit être prêt. La nuit suivante, Perrault rend visite à Irène pour lui montrer les herbes toxiques qu'il a avec lui. Il les place sur une table, et Urin les regarde attentivement. La première est l'herbe de Hagnan. La deuxième est Yakrapka. La feuille parmi elles est appelée la feuille de veine de bois. Perrault est choqué que Urin connaisse tous les poisons comme si de rien n'était. Inconnu de Perrault, Urin peut voir leur nom via la fenêtre d'état. Urin demande à Perrault pourquoi il a les autres poisons avec lui alors qu'il aurait pu facilement le tuer avec l'herbe de Hagnan seule. Perrault révèle que l'herbe de Hagnan prend beaucoup de temps, et une fois que la résistance est développée, elle dure en fait plus longtemps. Cependant, mélanger Yakropka après le début des symptômes de l'herbe de Hagnan augmentera les effets. En gros, les poisons deviennent plus mortels lorsqu'ils sont combinés. Urin demande alors à Perrault comment il a tout appris sur les poisons, et il révèle qu'il a été vendu à la famille Livintin quand il avait 8 ans, et qu'il s'est entraîné sous un maître des poisons là-bas. Urin lui demande s'il y en a d'autres comme Perrault et Livintaine. Il répond qu'ils étaient initialement 20 enfants, mais qu'ils sont tous morts, le laissant comme le seul survivant. Urin n'est pas surpris par cela car les enfants avec une faible affinité pour le poison mourront lorsqu'ils seront exposés à des toxines, mais il remarque que Perrault déteste la famille Livintin. Il prévoit d'utiliser cela à son avantage. Après leur discussion, Urin félicite Perrault pour un travail bien fait, et il lui fait savoir qu'il est libre de partir pour la journée. Après le départ de Perrault, Urin se lance dans la consommation des herbes toxiques. Alors qu'il les mange, il reçoit les notifications de l'écran d'état, mais il atteint bientôt sa limite, et le système l'exhorte à s'engager dans une méditation respiratoire. Urine fait ce que le système suggère, et il parvient à maîtriser la douleur tout en méditant. Le lendemain matin, Aaron entre dans la pièce pour trouver Urine en état de méditation, mais son corps est maintenant rationalisé comme un parfait bodybuildé.
Aaron est choqué par ce qu'elle regarde, mais d'un autre côté, Urine a réussi à améliorer l'énergie des 10 000 venins au stade 2. Il acquiert également un tas de techniques d'arts martiaux et de techniques de poison dans le processus. Erin est sur le point de commencer à parler du corps d'Uran quand elle perçoit quelque chose de pourri dans la pièce. Uran ne sait pas quoi dire à Erin puisqu'il connaît la raison de l'odeur désagréable. Apparemment, lorsque l'énergie intérieure de quelqu'un augmente et que son niveau d'arts martiaux augmente, le corps libère une grande quantité de déchets à la fois. Puisque la pièce pue et que l'odeur vient évidemment de lui, Urine propose d'ouvrir la fenêtre, mais Aaron lui crie de ne pas ouvrir la porte. Elle dit à Urin de se diriger vers la salle de bain à la place. Après avoir fini de se baigner, Urin et Eren sortent. Urin est satisfait de lui-même car il a pu acquérir une nouvelle compétence, le jeu de jambes Soryong. Il vient de la famille Tang, et c'est une technique parfaite pour les mouvements rapides, l'assassinat et l'évasion. Iren est heureux d'apprendre des compétences qui n'apparaissent que dans les romans de Wuxia. Iren est si heureux qu'il se laisse emporter pendant qu'il marche sur la route jusqu'à ce qu'Eren le ramène à la réalité. Eren lui demande pourquoi il marche comme un ivrogne tout d'un coup. Elle veut savoir si son corps ne va pas bien, mais Urine assure rapidement à Erin qu'il va bien. Avec cela, les deux continuent d'avancer, mais Urine ne peut s'empêcher de pratiquer son nouveau mouvement alors qu'il marche sur la route comme un ivrogne. Erin lui demande alors s'il va vraiment au premier terrain d'entraînement pour s'entraîner pour la journée. Eren rappelle à Euron qu'il y a un tas de chevaliers dans le terrain d'entraînement, mais Euron assure à Arin qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Euron affirme qu'il ne va là-bas que pour voir comment les autres chevaliers mènent leur séance d'entraînement quotidienne. Quelques instants plus tard, ils arrivent au terrain d'entraînement et, comme prévu, il y a des chevaliers qui pratiquent leurs compétences à l'épée en criant comme des maniaques. Ils sont choqués quand Irène et Eren entrent dans le terrain d'entraînement. Au début, ils ne reconnaissent pas le beau mec qui est derrière Eren car il a beaucoup changé. Ils finissent par se rendre compte que la personne qui le regarde est Irène, le fils du seigneur. Ils n'arrivent pas à croire combien de poids Urin a perdu pendant l'entraînement. Les chevaliers pensent que Urin a utilisé une sorte de sorcellerie pour réduire son poids. Pendant qu'ils chuchotent, Urin peut clairement les entendre tous grâce à son énergie intérieure. Aaron pointe ensuite un énorme type devant eux. Elle fait savoir à Euron qu'il est un chevalier stagiaire, mais en raison de sa bonne forme, il deviendra bientôt un chevalier junior. Euron regarde de plus près et se rend vite compte que le type est crié. Il fait partie du personnage principal du roman, et il devient plus tard un allié du protagoniste. Euron ne connaissait pas la vie de Crier avant qu'il ne rencontre le héros. Euron est satisfait du fait que Crier soit dans le manoir, car cela pourrait s'avérer être une bonne chose pour lui plus tard. Cependant, il se concentre sur autre chose pour la journée. Tous les chevaliers du terrain d'entraînement le détestent, et la plupart d'entre eux veulent juste tuer Euron. Urine les regarde, se demandant s'ils vont être ses sujets de test. Urine ramasse une épée et décide de commencer avec un poison appelé poison prolongé. Il est toujours au niveau 1, et une fois ingéré, il se propage à tous les organes en quelques instants. Il active le poison et frappe à distance l'un des chevaliers avec. Le chevalier s'écrase au sol avec ses amis qui lui demandent s'il va bien. Il lui demande s'il a besoin d'aller aux toilettes, mais il dit non tout en se roulant par terre de douleur. Les chevaliers réalisent à quel point la situation est terrible et suggèrent immédiatement d'appeler un prêtre. Soudain, le chevalier se relève en disant que la douleur a disparu. Les autres sont choqués par cela, et ils se demandent si le type se moquait d'eux. Le type essaie de leur faire savoir qu'il ne faisait pas semblant et qu'il avait vraiment mal, mais aucun d'eux ne le croit. Urine a vu comment cela fonctionne, et il décide d'essayer la fumée tueuse d'âme. C'est une fumée qui crée des illusions, provoquant la peur et la confusion dans une plage définie. Les chevaliers sont toujours en train de gronder leurs homologues pour avoir simulé sa douleur quand Urine les frappe avec la fumée tueuse d'âme. Immédiatement, tout le monde à portée de l'effet commence à paniquer. Apparemment, un monstre effrayant se tient devant eux, prêt à les dévorer. Il tombe au sol, se pissant dessus pendant qu'Urine rit au loin. Aaron, d'un autre côté, est confus quant à ce qui se passe. La situation devient encore pire pour les chevaliers affectés, car plusieurs monstres apparaissent devant eux, les tourmentant. Quand Euron en a assez de plaisir, il enlève l'illusion car il ne veut pas attendre que les chevaliers commencent à s'attaquer les uns les autres. Une dispute s'ensuit entre eux car ils prétendent qu'ils ressemblent tous à des monstres. Urin décide qu'il en a fini avec l'expérience du jour, mais il est satisfait de la façon dont les choses se sont passées. Urin dit alors à Aaron qu'il est temps pour eux de rentrer. Aaron est choqué car ils n'ont rien fait de significatif depuis leur arrivée. Urin affirme que le terrain d'entraînement est bruyant, et il suggère qu'ils aillent plutôt au 4e terrain d'entraînement. Quelques instants plus tard, une des femmes de chambre s'est présentée pour informer les deux qu'un invité venait d'arriver au manoir. Urin se demande qui est l'invité, et il apprend bientôt que sa fiancée, Ilia Marcus, est venue le voir. En attendant Urin, Ilia a déjà prévu d'annuler leur fiançailles ensemble. Lorsque Urin entre dans la pièce où elle attend, le visage d'Ilia devient rouge, et tout ce qu'elle avait prévu de faire avant de voir Urin commence à lui sortir de la tête, et ils sont remplacés par des questions. Avant d'entrer dans la pièce pour voir Ilia, Urine avait analysé la situation. Il sait qu'Ilia est doué avec ses poings, et c'était à peu près à cette époque de l'histoire qu'Ilia a exigé qu'ils se séparent. Cependant, l'Urine du roman a continué à refuser de lâcher prise.
Cependant, cette fois-ci, Ilia est choquée quand elle voit de l'urine. Elle commence à lui demander qui il est. Urine est surpris par la question, et il fait savoir à Ilia que ce n'est nul autre que lui. Ilia ne veut toujours pas croire alors qu'elle commence à paniquer tandis qu'Urine la calme simplement, lui disant que cela fait un moment. Ilia admet qu'elle a en fait entendu dire que l'urine avait perdu du poids, mais elle a supposé que c'était une fausse rumeur. Ilia dit que cela ne fait pas 2 mois qu'elle est partie, et elle commence à se demander comment l'urine est capable de changer autant en peu de temps. Urine révèle alors qu'il a pu changer autant parce qu'il s'est entraîné très dur. Cela choque Ilia, et Urine continue, révélant qu'après avoir été battu par elle, il a commencé à repenser ses décisions de vie. Et à cause de cela, il a décidé de changer. Ilia lui demande s'il essaie de se venger, mais Urine dit non. Juste à ce moment-là, Urine fait quelque chose de surprenant. Il se met à genoux et s'incline devant Ilia, la remerciant. Cela choque la dame qui ne peut pas voir son homme à genoux. Urine révèle qu'il a pu changer ses habitudes, ce qui est grâce à Ilia. Urine fait savoir à Ilia qu'il est vraiment désolé pour ce qui s'est passé entre eux, mais lui assure qu'il comprendra si elle veut rompre les fiançailles. Ilia est abasourdie quand elle voit cela, la laissant commencer à remettre en question l'identité d'Urine. Urine choque à nouveau Ilia en admettant qu'il était une ordure. Urine sait que tout ce qui s'est passé n'est pas de sa faute, mais de l'idiot qui était l'ancien habitant du corps. Cependant, la raison pour laquelle Urine est si passionnée à l'idée de demander pardon est qu'Ilia n'est pas seulement une simple héroïne, mais son trait de reine de l'épée, avec son propre trait, la rend de plus en plus forte avec le temps. Plus tard dans l'histoire, elle a pu sauver le héros déchu et même abattre le principal méchant. Cela a été rendu possible grâce à son trait de reine de l'épée. Euron se fiche qu'il rompe les fiançailles tant qu'il est capable de réparer la relation et de faire d'Ilia son allié. Juste à ce moment-là, Ilia demande à Euron s'il est sérieux au sujet de ce qu'il a dit, et il dit oui. Cependant, cela ne suffit pas à Ilia, car elle exige qu'Euron jure par ce qu'il a dit. Ilia libère son aura, la faisant apparaître très dangereuse tout en faisant la demande. Irène n'arrive pas à croire qu'Ilia va l'étouffer avec son aura effrayante, mais il semble qu'il ait déjà vu la scène quelque part auparavant. Ilia dit alors à Irène de jurer qu'il ne reviendra pas à ses anciennes habitudes. Et s'il brise le serment, Ilia sera celle qui le battra à mort. En entendant cela, Urine est choqué car c'est la même phrase qu'Ilia a dite au protagoniste, pas à Urine. Urine décide alors de montrer à Ilia qu'il ne plaisante pas. Il active les 10 000 poisons, et l'énergie de son corps consume l'aura d'Ilia. Urine dit alors à Ilia qu'il jure de ne pas revenir à ses anciennes habitudes. Le visage d'Ilia rougit à cause de l'excès de rougissement, mais elle parvient à se retenir et elle dit à Urine qu'elle va le surveiller. Elle lui fait savoir qu'une erreur de plus de sa part signifie la fin des fiançailles. Euron est choqué qu'Ilia ne rompe pas les fiançailles. Quand Ilia rencontre Wellington dans ses appartements, l'homme est également choqué, tout comme Euron quand il apprend qu'Ilia ne rompra pas les fiançailles. La marquise est obligée de demander à Ilia pourquoi elle ne rompt pas les fiançailles. Ilia mentionne alors que son père lui a toujours dit que les gens ne peuvent pas être réparés, et quand elle a entendu la rumeur selon laquelle Urine avait changé, elle était curieuse. Elle se demandait s'il était redevenu le Urine faible et gentil qu'il était quand il était enfant. Mais à sa plus grande surprise, Urine était une personne complètement différente. À cause de cela, Ilia prend le risque de faire confiance à Urine une fois de plus. Cependant, Ilia fait savoir au marquis qu'elle battra Urine à mort s'il revient à ses anciennes habitudes. Le marquis est soulagé d'entendre cela, et il exhorte Ilia à bien prendre soin de Urine. Ilia se lève pour partir, et le marquis l'exhorte à rester quelques jours, mais elle refuse, révélant qu'elle a déjà dit à son père qu'elle venait rompre les fiançailles. Le marquis suggère alors qu'elle devrait au moins voir Urine s'entraîner avant de partir, mais elle refuse à nouveau, disant qu'elle ne veut pas le distraire. Plus tard dans la journée, le marquis appelle Urine dans sa chambre. Il le taquine quand il entre dans la pièce, lui demandant qui il est. Avant que Urine ne puisse commencer à paniquer, le marquis révèle rapidement qu'il lui tire seulement les jambes. Wellington tape sur l'épaule de son fils pour le féliciter pour son travail acharné. Wellington demande à Urine s'il sait pourquoi il l'a appelé, et il dit à son père que ce doit être à propos de son entraînement nocturne. Son père est content qu'il soit devenu sage aussi. Le marquis croit qu'il est temps qu'Euron apprenne l'escrime de la famille Rox. Juste à ce moment-là, Euron dit à la marquise qu'il a quelque chose d'important à l'informer concernant la question de la formation des chevaliers. Au lieu de s'entraîner pour devenir un chevalier, Euron choque son père, disant qu'il veut apprendre les arts du lancer au lieu de l'escrime. Son père se fâche immédiatement, disant qu'il ne peut pas permettre cela car c'est une technique bon marché utilisée par les voleurs. Le marquis affirme qu'avec une technique de lancer, il ne pourra pas percer l'armure d'un chevalier, sans parler des corps de monstres effrayants. Urine fait immédiatement une suggestion, disant à son père qu'il devrait faire un pari. Il veut qu'il parie sur le fait qu'il puisse attraper ou non la bête, Borak, avec un poignard. Le marquis entend cela et croit que Urine est juste têtu. Il lui dit qu'une lame de guerrier doit être infusée d'aura pour pouvoir percer les écailles d'un Borak. Le marquis croit que même si Urine s'entraîne pendant 100 ans, ses couteaux de lancer ne pourront pas percer les écailles de Borak. Puisque c'est la conviction de Wellington, Urine l'exhorte à faire le pari. Le marquis décide de satisfaire Urine sur le pari,
et Wellington lui demande ce qu'il prévoit de miser. Yurin dit au marquis que s'il parvient à vaincre le Borak avec son poignard, il sera celui qui s'occupera de son entraînement. Mais s'il échoue, il suivra la volonté de son père. Avec cela, les deux font leur pari. Yurin retourne dans sa chambre avec soulagement car il se rend compte qu'Aaron n'a pas encore parlé de son entraînement à son père. Puisque le test pratique est le lendemain, Yurin se demande combien d'essais il lui faudra pour briser les écailles de borax. Pour se préparer au test, Yurin décide qu'il doit manger des herbes empoisonnées juste au cas où. Il prévoit d'élever les arts divins à la 3e étoile. Juste à ce moment-là, Erin entre dans la pièce avec un message du marquis. Apparemment, le marquis a choisi l'heure et le lieu. Le test aura lieu à midi le lendemain, et ils utiliseront la première salle d'entraînement. Yurin lui demande alors si elle connaît les détails du pari, et elle dit oui. Cependant, elle n'est pas la seule à le savoir. Tout le domaine est au courant du pari qu'ils ont fait. À cause de cela, tout le domaine rit parce qu'ils sont à peu près sûrs que Yurin va faire pipi dans son pantalon quand il affrontera le Borak. Eren révèle que tout le monde s'amuse à bavarder sur la façon dont il va échouer puisqu'il est l'ennemi public numéro 1. Cela atteint Yurin, et il demande à Eren si tout le monde vient regarder le test. Eren répond que le marquis l'a autorisé, donc la salle d'entraînement sera remplie de gens. Yurin soupire en entendant cela, mais ensuite il demande à Erin son avis. Erin baisse la tête en disant qu'elle croit que le lendemain sera le jour de Yurin. Cette nuit-là, Yurin a fait comme promis, et il a augmenté les arts divins à la 3e étoile. Le lendemain, Euron est choqué quand il se rend compte que la salle d'entraînement est remplie de gens comme s'ils étaient là pour regarder un match d'arène. Avant que l'examen ne commence, Euron assure à son père qu'il est prêt, mais il souligne le fait que toute la zone est remplie de gens. Son père révèle que c'était son intention de le dire seulement à son magicien, mais pour une raison quelconque, la nouvelle s'est répandue partout. Le Marcus exhorte alors Yurin à bien faire pour ne pas s'embarrasser. Une fois que tout est en ordre, le magicien commence le rituel d'invocation pour faire apparaître le Burak. L'invocation est réussie, et un monstre apparaît de la fumée. Yurin est excité de voir physiquement un monstre que lui, en tant qu'auteur, a créé avec des mots. Apparemment, Borok est un monstre marin d'une hauteur de 150 cm. Immédiatement, le monstre émerge du cercle d'invocation, et les spectateurs commencent à paniquer. Yurin est choqué de voir à quoi ressemblait le Borak car c'est un monstre qu'il a inventé quand il mangeait un sashimi de poisson de roche dans un restaurant et qu'il ne pouvait pas penser à des idées de monstres. Yurin ne montre aucun signe de peur devant le Borax car il ne peut voir qu'un monstre mignon si seulement ses bras étaient enlevés. Soudain, le monstre charge sur Yurin. Il attrape presque Yurin pendant qu'il est absent, mais grâce à son mouvement fluide, il est capable d'esquiver l'attaque. Puisque le monstre charge sur lui sans avertissement, Yurin décide de devenir sérieux. Il sort l'un de ses couteaux de lancer pour tester la force des écailles de borax. Étonnamment, une cible apparaît devant lui pointant vers une zone particulière sur le corps du monstre, et Yurin suppose que c'est le point faible du monstre. Il décide de tester cette hypothèse, et il lance le couteau dans la direction de la cible. Le couteau pénètre la cible, faisant crier de douleur le monstre avant de s'écraser au sol, mort. Yurin est déçu que le borax soit mort avec un seul coup. Le marquis et les spectateurs sont émerveillés quand ils voient cela arriver. Toute la salle rugit bientôt en célébration de la victoire de Yurin sur le Borok. Le magicien entre dans la salle d'entraînement pour annoncer officiellement que Yurin a vaincu le Borok. La marquise quitte son siège et se précipite vers Yurin pour lui demander comment il a réussi à abattre le Borak en un seul coup. Yurin répond maladroitement qu'il a seulement bien visé, et il a réussi à atteindre la cible. Le marquis ne veut pas accepter le résultat puisque le Borak est mort d'un seul coup de poignard. Il rétorque que cela n'a pas de sens, et Irène l'interrompt rapidement, lui demandant si le marquis essaie de revenir sur sa parole. À ce moment-là, le magicien dit au marquis que Irène a visé le bras du Borak là où il n'y a pas d'écailles. En entendant cela, le marquis hurle sur Irène, lui disant qu'il a pu vaincre le monstre par pure chance. Yorin ne veut pas se disputer avec son père et lui dit qu'il a gagné le pari, que ce soit un lancer chanceux ou non. Yorin se tourne pour s'éloigner, mais son père lui dit de refaire le test une fois de plus. Yorin ne veut pas accepter tant que le marquis n'augmente pas les enjeux. Il dit à Yurin qu'il lui accordera un vœu s'il parvient à gagner le deuxième tour. Yurin est ravi d'entendre qu'il va pouvoir faire un vœu. Cependant, le marquis change la donne en disant que son adversaire ne sera pas le Borak mais un chevalier. Le père de Yurin lui demande s'il est d'accord avec les nouvelles règles, et il répond oui. Yurin se fiche de qui est son adversaire car cela pourrait être sa chance vu qu'il pourrait affronter Kerax. Cependant, il décide de laisser les choses se faire car il a toujours besoin que Kerax fournisse de l'argent à Pérou pour obtenir le poison dont il a besoin. Le marquis suggère alors qu'il commence avec un chevalier en formation. Irène demande à son père s'il peut choisir son adversaire, et il lui donne le feu vert. Sans hésitation, Irène choisit Crier comme adversaire. Quelques instants plus tard, Crier arrive en courant dans l'arène depuis l'endroit où il se trouve. Il s'incline devant le marquis qui lui dit qu'il a une tâche pour lui. Crier assure au marquis qu'il suivra toutes les instructions qu'il donnera. À ce moment-là, Wellington pointe son fils du doigt et dit à Crier de donner une bonne leçon au gamin. Crier est choqué en entendant cela, et le marquis le remarque. Il lui demande immédiatement s'il ne peut pas le faire,
mais Crier dit au marquis qu'il est à la hauteur de la tâche. Soudain, Irène dit quelque chose d'outrageant. Il dit à Crier qu'il ne va lui lancer que 3 dagues, et s'il parvient à les bloquer toutes les 3, il gagne le match. Le marquis est choqué d'entendre cela, et il dit à Crier de remettre son fils arrogant à sa place. Pendant ce temps, les amis de Crier dans l'arène se moquent de lui disant que s'il perd, il n'y aura pas de dîner pour lui. L'un d'eux lui dit même qu'il devra faire 100 tours du terrain d'entraînement s'il perd. Avant que le match ne commence, Yurin entend la voix d'une fille parmi les spectateurs lui dire qu'il peut le faire. C'est une motivation suffisante pour Yurin qui sort sa dague, prêt à affronter Creed. Au moment où ils sont sur le point de commencer le match, plusieurs zones cibles apparaissent sur le corps de Creed, stupéfiant Yurin. Yurin craint de tuer Creed de la même manière qu'il a tué le Borak, mais il ne peut pas se le permettre. Yurin décide alors d'essayer autre chose. Il utilise tellement de force pour lancer la dague qu'elle heurte la lame de Creed, produisant un son fort comme celui d'un canon, choquant tout le monde dans l'arène. La dague tombe, et le marquis la ramasse, se demandant comment une dague ordinaire est capable de produire autant de force. L'épée de Crier a subi une entaille, et la force du lancer le laisse ébranler. Urine dit subtilement à Crier qu'il est maintenant échauffé, mais il lui fait savoir que le premier lancer est un avertissement. Euron lui fait savoir que le prochain lancer va être percutant. Euron pense que Creed ne mourra pas de ce qu'il est sur le point de faire puisqu'il est un personnage secondaire. Euron lance alors sa dague une fois de plus, et alors qu'elle tourne vers Creed, il essaie de la bloquer avec son épée, mais cela produit un grand bruit et un nuage de fumée. Cela choque tout le monde, y compris le marquis. Lorsque la fumée se dissipe, Crier est complètement ébranlé, et son épée est brisée. L'épée de Crier tombe de sa main, et le marquis s'approche de son fils. Il exige qu'ils aillent parler quelque part en privé, mais Euron rappelle à son père que le match n'est pas encore terminé puisqu'il lui reste une dague. Les yeux de Wellington s'illuminent de peur, et il dit à Euron de ne pas aller trop loin. Euron suggère alors qu'ils entendent Crier lui-même. Euron s'approche de Crier, lui disant de lever la tête, et il lui demande s'il aimerait que cela se termine comme ça. Euron rappelle à Crier qu'il est un chevalier en formation, et qu'il n'est pas censé accepter une issue aussi nulle. Puisque mettre fin aux choses de manière définitive est la voie du chevalier, Euron demande à nouveau à Crier s'il est prêt à abandonner. Crier balbutie avant d'exiger qu'on lui donne une nouvelle épée. L'aura de Crier tourbillonne autour de lui tout en révélant sa détermination à ne pas reculer. Tout le monde, y compris la marquise, est stupéfait que Crier soit encore un chevalier en devenir, mais il a déjà éveillé son aura. Apparemment, c'est ce qu'Euron veut depuis le début. Creed a un trait, le berserker, qui ne se manifeste qu'à un point de rupture. Puisque Creed a amélioré sa défense en éveillant son aura et en entrant en mode berserker, Yurin pense qu'il est temps qu'il essaie une technique de niveau supérieur. Creed exhorte Yurin à lancer sa dague, mais le marquis est surpris que Crier ait pu manifester une aura si forte qu'elle peut être comparée au talent d'un chevalier de haut rang. Il se demande ce que ferait son fils dans cette situation. Euron vise avec sa dague et la lance. Cependant, cette fois-ci, la dague tourne en s'approchant de Crier. Crier est choqué et désemparé, se demandant pourquoi la dague est si lente contrairement aux autres. Crier se fâche, croyant qu'Urine se moque de lui. Cette fois-ci, il décide de lever son épée pour essayer de bloquer la dague, mais avant qu'il ne puisse frapper la dague, elle passe à côté de son épée. Crier ne peut pas se remettre de cela, et il finit par être touché à l'épaule. Cependant, la dague parvient à ralentir avant d'atteindre l'os de l'épaule de Crier. Même avec cela, Crier ressent toujours une immense douleur alors qu'il tombe à genoux en criant de douleur. Tout le monde est choqué de voir cela, les laissant se demander ce qui vient de se passer. Étant donné que la dague était très lente et que Creed crie de douleur, ses camarades chevaliers lui disent d'arrêter de faire semblant. Il suppose qu'il agit ainsi parce qu'il ne veut pas déshonorer Urine. À leur insu, Urine a infusé le dernier lancer avec plus d'énergie interne, ce qui explique pourquoi la douleur est extrême. À ce moment-là, le marquis appelle Urine en lui disant qu'ils doivent parler, mais il lui fait savoir qu'il a déjà gagné le pari. Urine s'approche de Crier, et il place sa main sur le site de la blessure. Urine commence à absorber l'énergie interne logée dans son épaule, et avec cela, la douleur disparaît. Choquant Creed. Creed se lève, et il s'incline devant Urine en le remerciant. Creed s'excuse également d'avoir supposé qu'Urine le méprisait à cause de la vitesse de la dague. Admet que le lancer de dague est un art impressionnant, et il croit qu'Euron n'aurait pas pu l'apprendre en si peu de temps, ce qui lui fait croire qu'Euron a caché sa vraie force depuis le début. Creed commence alors à chuchoter, demandant à Euron s'il cachait son pouvoir parce qu'une faction secrète cible la maison de la marquise. Quand Euron entend cela, il comprend pourquoi Crier est toujours seul. Crier est le genre de type qui aime vraiment les théories du complot. Crier s'incline alors devant Euron, lui assurant qu'il sera là pour l'aider quand il voudra se battre. En raison de leur brève interaction, la faveur de Creed pour Euron grimpe à 26%. Euron est heureux d'entendre cela, et il assure Creed qu'il le verra dans les environs. Alors qu'Euron s'éloigne, Creed crie, disant à Euron qu'il va répandre la nouvelle qu'il est un bon gars. Euron, de son côté, est content de se rapprocher de Crier, car il détruira un jour l'ordre des chevaliers à lui seul. Eren s'avance vers Euron et le félicite pour son excellent travail. Elle mentionne ensuite qu'elle n'a pas vu Euron utiliser la dernière technique qu'il a utilisée auparavant.
Euron dit rapidement à Eren que c'est une nouvelle technique, et lui demande ce qu'elle en pense. Erin admet qu'elle aurait aussi été vaincue si elle avait été confrontée à cette technique pour la toute première fois. Cependant, elle est convaincue qu'elle peut maintenant la bloquer. Eren sait que ce n'est pas un bluff de la part d'Erin. Apparemment, Erin a un trait appelé miroir clair qui lui permet de s'adapter rapidement aux situations et aux scénarios. Eren demande ensuite à Eren si elle est satisfaite de la vie qu'elle mène actuellement. Parce que si elle ne servait pas comme son assistante, elle pourrait facilement devenir un chevalier de haut rang. Erin est surprise, et elle exige de savoir pourquoi Yurin pose soudainement une telle question. Plus tard, Yurin rencontre le marquis dans son bureau. Wellington crie à son fils de l'appeler père quand ils sont seuls, car être aussi formel les rend distants. Yurin accepte maladroitement, et il s'adresse à l'homme en l'appelant père. Le marquis demande ensuite à Eren quelle est la technique qu'il a utilisée pendant le duel. Il a parcouru les archives et n'a rien trouvé concernant le type de technique utilisée par Eren. L'homme dit que Eren ne s'entraîne que depuis un mois, ce qui rend pratiquement impossible l'apprentissage d'une telle compétence en peu de temps. Le marquis exige que Yurin lui dise la vérité, mais Yurin sait qu'il ne peut évidemment pas lui dire quelle est la vérité. Cependant, il avait déjà préparé quelque chose au cas où quelque chose comme ça arriverait. Eren ment alors en disant qu'il a trouvé un livre alors qu'il cherchait dans les archives familiales des méthodes d'entraînement efficaces. Il explique qu'un livre sur l'étagère du haut lui est soudainement tombé dessus. Apparemment, il n'y avait rien d'écrit sur la couverture du livre, mais il y avait un motif étrange qui y était gravé. Eren dit qu'il n'a pas beaucoup pensé au livre, et quand il l'a ouvert, une lumière en est apparue, brillant sur son visage. Dans le processus, quelque chose entre dans sa tête, et après cela, le livre disparaît. Le marquis est choqué d'entendre cela et dit immédiatement à Eren qu'il a dû rencontrer un grimoire. Eren s'attendait à cela plus qu'il était celui qui avait créé le concept. Il a précisé qu'un grimoire est un moyen de transmettre des techniques ou de la magie en les gravant dans un livre grâce au pouvoir d'un grand mage. Le marquis ne doute pas des paroles de son fils car les archives contiennent de nombreux livres qui ont été collectionnés par leurs ancêtres, et même le marquis ne connaît pas tout ce qu'il y a dans les archives. Le marquis dit ensuite à Euron que le destin a dû lui accorder une grande fortune, c'est pourquoi il est tombé sur le livre. Le marquis dit ensuite à Euron qu'il va tenir sa promesse, et il ne le forcera pas à apprendre l'escrime. Et pour l'autre promesse, qui est un vœu, le marquis lui demande ce qu'il veut. Juste à ce moment-là, Urin exige quelque chose qui choque son père. Il dit à son père qu'il veut le poste d'héritier, laissant son père bouche bée. Urin est surpris par la réaction de son père, lui demandant s'il ne peut pas exaucer son souhait si c'est ce qu'il veut. Son père révèle qu'il est en fait de son ressort de l'accorder. Euron mentionne que l'expression de son père pointe vers autre chose, et il sait que son père hésite car il sait que cela lui causerait des problèmes. Il y a beaucoup de gens au sein du marquisat qui s'opposeraient à la déclaration, en particulier Kaina, car il sait à quel point son père serait troublé, il lui dit qu'il cédera cette fois-ci. Le marqueur est soulagé d'entendre cela, et il remercie Yurin. En réalité, Yurin n'est même pas intéressé par le poste de successeur car s'il devient l'héritier, il devra passer toute la journée avec son père afin de recevoir une éducation sur la façon de gérer le marquisat, ce qui signifie essentiellement que sa liberté est perdue. Au lieu de cela, Euron préférerait améliorer ses compétences et parcourir le monde à l'aventure. Son père demande alors à Euron un autre souhait puisqu'il a renoncé au dernier. Euron fait savoir à son père qu'il a l'intention de créer son propre ordre de chevaliers. Le marquis est choqué d'entendre cela, et Euron révèle qu'il a l'intention de nommer Aron et crier à l'ordre en tant que ses chevaliers. Étant donné que la demande n'est pas aussi difficile que le poste de successeur, le marquis accorde le souhait d'Euron. Yurin fait un vœu à son père, le remerciant. Le marquis demande ensuite à Yurin comment il va s'y prendre pour trouver un nouveau majordome, car tous les majordomes actuels servent quelqu'un. Yurin révèle alors qu'il a quelqu'un en tête, et cette personne est Perrault qui travaille dans la cuisine. Yurin veut que le marquis fasse comme si c'était lui qui l'avait nommé au lieu de faire comme si c'était le choix de Yurin. Le marquis est surpris d'entendre cela, et il demande à Yurin s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais Yurin assure à son père qu'il lui expliquera plus tard. Le marquis décide alors de ne pas poser d'autres questions car il semble faire confiance à son fils de jour en jour. Il s'avère que son affinité a grimpé jusqu'à 74. Même Yurin est choqué que l'affinité ait augmenté, mais il suppose que c'est parce qu'il est le fils du marquis. Plus tard, Yorin informe Arin et Crier qu'ils font maintenant partie de son ordre de chevalier, et il veut qu'ils continuent à s'entraîner avec diligence. En plus de cela, il leur présente le nouveau majordome, Perrault, en leur assurant que Perrault répondra à tous leurs besoins. Plus tôt, Eren et Aron avaient parlé du nouvel arrangement. Eren s'était confié, disant à Aron que Perrault est en fait un espion, c'est pourquoi il remplacera Aron en tant que majordome. Eren révèle que Perrault a été envoyé pour l'assassiner par Kaina et Kerax. Erin a été encore plus surprise d'entendre cela, et elle a remis en question la décision d'Urin de garder Perrault près de lui alors qu'il en veut à sa vie. Urin a assuré à Arin qu'elle n'avait pas à s'inquiéter car Perrault n'écoute que lui. Avec cela, Urin est capable de faire en sorte qu'Erin accepte ses plans. De retour à la réunion, Crier lève la main pour poser une question. Après avoir reçu la permission de parler, Crier demande pourquoi il n'y a pas de vice-capitaine,
du moins puisqu'ils ont décidé de s'appeler l'Ordre des Chevaliers. Cependant, le vice-capitaine doit être quelqu'un qui possède des compétences exceptionnelles. Crier croit qu'Eren n'est pas digne d'être dans l'Ordre des Chevaliers car elle est petite et frêle. Avant qu'il ne puisse continuer à parler, Euron l'interrompt, acquiesçant que le vice-capitaine doit être fort. Pour régler cela, Euron leur dit qu'ils vont s'engager dans un duel. Quelques instants plus tard, Crier est vaincu par Eren, le choquant. Alors qu'il est allongé sur le sol, vaincu, Eren lui donne des leçons d'escrime. Elle lui fait savoir que ses attaques sont trop simples et peuvent être facilement lues. Crier ne s'en offusque pas. Au contraire, il assure à la dame qu'il prendra les conseils à cœur. Puisqu'Aron a gagné, Eren dit que le poste de capitaine a été décidé. Perrault est choqué quand Eren fait d'Aron le chef de l'Ordre des Chevaliers. Tout le monde applaudit Aron, et peu de temps après, Perrault se prépare à partir pour préparer le dîner. Une fois qu'il réalise que Perrault est un peu loin de l'endroit où il se trouve, Eren décide d'essayer une nouvelle technique qui lui permet de parler télépathiquement à sa cible. Eren appelle le nom de Perrault, le choquant. Il se retourne, mais Eren continue de l'appeler à plusieurs reprises. Perrault perd presque la tête jusqu'à ce que Eren le gronde pour avoir agi bizarrement. Perrault demande alors si Eren communique avec lui par magie noire, mais Eren explique qu'il s'agit d'une simple magie de communication. Perrault commence à se rendre compte que Eren est un être spécial puisqu'il est résistant au poison, et qu'il peut utiliser des techniques vraiment bizarres. Eren dit à Perrault qu'il est libre de partir avec la théorie qu'il a en tête, mais il lui demande si le poison qu'il a demandé est prêt. Perrault répond que le poison est prêt. Apparemment, le poison s'appelle esprit de serpent, et c'est un poison qui est extrait de sang vipère. Même si Perrault est compétent, il a à peine réussi à préparer le poison. Eren est content que le poison soit prêt, et il dit à Perrault d'en ajouter beaucoup à la soupe de chirin qu'il va manger. Tremblant de peur, Perrault reconnaît les ordres de son maître. Plus tard dans la nuit, Eren se rend compte que depuis qu'il a atteint la 3e étoile, ses progrès ont été quelque peu lents car son énergie interne n'a pas augmenté aussi vite qu'il le pensait. Comme il ne sait pas quand la crise mondiale va commencer, Eren pense qu'il est temps qu'il quitte le marquisat. Peu de temps après, Eren rencontre son père, lui disant qu'il veut partir un moment. Son père lui demande la durée de son absence. Et comme il ne veut pas éveiller les soupçons, il dit à son père qu'il sera absent pendant une semaine. Le marquis n'a aucun problème avec cela car Eren s'est entraîné avec diligence, mais il lui demande comment il compte gérer l'escorte. Eren choque son père, lui disant qu'il n'a pas besoin d'escorte. Le marquis proteste contre cela, rappelant à Eren la position importante qu'il occupe dans la famille. Eren essaie de dire à son père qu'il n'y a pas besoin d'escorte car il ne va que dans les villages voisins, mais le marquis l'interrompt. Le marquis révèle que le monde est devenu un endroit très dangereux. Et même s'il est devenu un peu plus fort, il craint que son fils ne soit empoisonné. Eren se rend compte qu'il lui sera difficile de convaincre le marquis, et il décide de passer au plan B. Eren fait savoir à son père qu'il est prêt à se conformer, il n'a donc pas à s'inquiéter. Le marquis est heureux d'entendre cela, et il demande à son fils quand il partira. Eren répond qu'il partira dans 2 jours. Dans cette optique, le marquis dit qu'il préparera une escorte d'ici là, mais Eren n'a pas l'intention d'attendre une escorte car il prévoit de se faufiler le lendemain. Eren appelle Perrault dans ses quartiers et révèle qu'il part en voyage, mais il n'a pas d'argent, il a donc besoin que Perrault lui en prête. Perrault hésite, mais quand il sent l'aura sombre et effrayante émanant du corps d'Eren, il s'exécute rapidement. Eren lui demande ensuite s'il a toujours sa sacoche subspatiale avec lui. Eren avait déjà vu la sacoche avec lui. Apparemment, la sacoche subspatiale est un décor courant dans les romans fantastiques, et c'est une sacoche mystérieuse qui peut contenir environ 1 tonne de marchandises. Perrault n'a pas d'autre choix que de donner sa sacoche subspatiale à Eren aussi. Pour cette raison, Eren est heureux de ne pas avoir à porter de sac avec lui. Eren tend ensuite à Puru le morceau de feuille séchée qu'il déguise en antidote. Il dit à Puru que c'est un mois d'antidote pour le poison dans son système. Eren joue très bien sa carte, disant à Puru qu'il a été un serviteur digne. Pour cette raison, il assure à Perrault qu'il va lui donner le remède permanent très bientôt. Le lendemain matin, Eren laisse une lettre puis se faufile dehors. Il pense qu'il ne rencontrera personne jusqu'à ce qu'il tombe sur un vieux jardinier qui émet une aura lourde de son corps. Il remarque quelque chose d'étrange chez le vieil homme, mais il continue son voyage néanmoins. Quelques instants plus tard, Eren arrive à la tour de la magie. Il entre dans le bâtiment, et quand l'employé lui demande ce qu'il veut, il lui dit en gros qu'il aimerait utiliser une chaîne. L'employé lui demande s'il l'a déjà utilisée, et il dit non. L'employé révèle qu'ils offrent des points de kilométrage, comme ceux des avions. L'employé demande à Eren où il se dirige, et il répond le château d'Azu. En raison de la distance de l'endroit, l'employé lui dit que ses frais sont de 50 pièces d'or. Après avoir reçu le prix, on lui dit de payer et de signer le billet. Eren s'attendait déjà à ce que les frais soient élevés, mais il est reconnaissant que Perrault ait assez d'argent à lui donner. Eren décide d'écrire un faux nom, et il choisit Polion, qui est un nom qu'il utilise dans les jeux en ligne. Une fois l'inscription terminée, Eren est emmené dans la pièce où se trouve la machine à déformer. L'employé lui dit qu'au moment où il entendra un coup, cela signifie qu'il est arrivé à destination. Eren monte sur la machine, et elle émet un signal de foudre.
Quelques instants plus tard, Yurin arrive à destination. Il est accueilli par un autre employé qui lui dit qu'il est arrivé au château d'Azu. Yurin est choqué car il n'a rien senti. Le vieil homme lui fait savoir que c'est comme ça parce que la tour de la magie a conçu la machine à déformer pour émettre une sensation de déformation. Yurin est surpris par le nom qu'ils ont donné au phénomène. Il se rend compte qu'il pourrait lui avoir donné le nom au lieu du confort de conduite prévu. Avec cela, l'employé lui souhaite bonne chance, et une fois que Yurin sort de la tour de la magie, Yurin est maintenant dans le château d'Azayo, qui est dans la région occidentale, contrairement à sa patrie. La région est complètement différente de celle de sa patrie, et il y a aussi beaucoup de gens dans la région. Cependant, Yurin n'est pas concerné par cela. Comme sa principale préoccupation est l'allée du forgeron, il demande à l'une des personnes qu'il croise, et elles la lui décrivent. Yurin commence à regarder les ruelles, mais n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Il se fait déjà tard, mais il décide de vérifier la dernière ruelle. Il trouve bientôt un atelier de forgeron, et il entre. Il demande à l'employé s'il connaît la personne qui se fait appeler Unicorn Forge. Le type dit alors à Yurin qu'il n'y a personne avec ce nom dans la région, laissant Yurin commencer à se remettre en question. Il croit qu'il a mal lu, mais pendant qu'il pensait à cela, le type lui dit qu'il prévoit en fait de nommer sa boutique ainsi. Quand Yurin entend cela, il utilise l'œil du créateur sur le type. Il découvre que son nom est Jirino, et qu'il est un assez bon forgeron. Yurin sourit comme un enfant quand il voit cela car il se rend compte qu'il a enfin trouvé le bon endroit. Yurin exige ensuite de voir les armes qu'il a fabriquées, et Jirino s'exécute. Alors qu'il regarde ses créations, Yurin demande à Jirono comment se porte son entreprise. Jirono prétend que ses compétences ne sont pas les meilleures, c'est pourquoi il est coincé dans la ruelle. En fait, chaque fois que des clients entrent, ils jettent juste un coup d'œil et repartent. En raison des mauvaises ventes, Jirino révèle qu'il ne sait pas combien de temps il peut encore tenir. Yurin remarque alors des épées accrochées au mur. L'une des épées est une épée d'esprit du vent, qui a été imprégnée de la bénédiction de l'esprit du vent, Sylph. L'épée augmente la vitesse d'attaque, la vitesse de déplacement et l'agilité. L'autre épée est une grande épée d'esprit de flamme. C'est une épée qui a été imprégnée de la bénédiction de l'esprit inférieur du feu, la salamandre. L'épée augmente l'endurance, la force et la résistance. Yurin demande alors à Jirino s'il est celui qui a fabriqué les épées, et il dit oui. Cependant, il croit qu'après avoir fini de les fabriquer, elles se sont avérées être des échecs totaux. Apparemment, les épées sont devenues si lourdes que même quelqu'un de fort peut à peine les soulever, donc personne ne finit par les acheter. Après avoir dit cela, Euron sait que ce n'est pas la faute de Jirono. Les épées sont devenues lourdes parce que des humains indignes les ont touchées. Apparemment, l'épée accordera un pouvoir immense à quiconque est digne. Comme Euron le sait, il dit à Jirono qu'il va acheter les épées, laissant Jirono totalement choqué. Jirono pense que les épées sont un échec, mais Giron sait que les deux épées sont parfaites pour Eren et Crier. Cependant, Giron est toujours à la recherche d'autres trésors. Soudain, Jirono demande au forgeron s'il a des armes rouillées. Jirono en a un tas, et il les sort. Jirono est surpris qu'Euron les veuille alors qu'il les considérait déjà comme un gaspillage. Euron est content d'avoir rencontré le groupe de la même manière qu'il l'a mis en place. Il plonge sa main dans le récipient et sort un poignard, disant à Jirono qu'il veut le poignard. Jirono est choqué car ce n'est pas lui qui a fabriqué le poignard. Il ne l'a trouvé que dans la réserve, et il n'a aucune idée de comment il est arrivé là en premier lieu. Jirono est choqué quand Iren dit qu'il va prendre le poignard avec les épées. Jirino en conclut que Yurin ne recherche que des trucs défectueux. Jirino dit à Yurin de lui donner seulement 2 pièces d'or, et il lui donnera le poignard gratuitement. Yurin est content d'avoir fait une bonne affaire, mais il est le seul à savoir à quel point l'arme est précieuse. Juste à ce moment-là, il se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement des armes, mais du forgeron lui-même. Yurin lui offre ensuite la possibilité de fermer sa boutique et de travailler pour lui à la place, car il a déjà dit que les affaires allaient si bien pour lui. Jirono est choqué par l'offre, et il révèle que cela arrive trop soudainement, c'est pourquoi il ne sait pas quoi dire. Jirino admet qu'il a pensé à fermer boutique, mais il n'a jamais pensé qu'il recevrait une offre comme celle-ci. Après avoir dit cela, Yurin décide de se présenter au forgeron. Yurin se présente comme la lance invincible qui est le protecteur du Sud. Après avoir terminé avec le titre, il révèle son vrai nom. Jurano est stupéfait quand il réalise qu'il se tient en présence du fils du marquis. Il tombe immédiatement à genoux, s'excusant auprès de Yurin tout en disant qu'il ne s'attendait jamais à ce qu'une personne aussi noble que lui entre dans sa boutique à ordures. Yurin exhorte le gars à se relever, mais il refuse, et il exige que Yurin dise tout ce qu'il veut dire pendant que sa tête reste au sol. Réalisant qu'il ne peut pas le convaincre, Yurin décide de parler. Après avoir entendu tout ce que Yurin a à dire, Jurino lui demande pourquoi il envisagerait d'aider quelqu'un comme lui, et il répond qu'il est plutôt talentueux. Jurino est surpris d'entendre Jurin dire qu'il a du talent parce qu'il ne se voit pas dans les catégories des forgerons talentueux puisqu'il se fait gronder par son maître tous les jours. Euron mentionne qu'il a fait le tour en vérifiant d'autres forges, mais la boutique de Jorono se démarque. Jorono lui demande comment sa boutique s'est démarquée des autres, et Euron lui fait savoir que la sincérité est la clé.
Euron explique qu'il a vu la façon dont il a fabriqué ses armes et les détails extrêmes à leur sujet. Pour cette raison, Yurin lui fait savoir qu'il se réveillera un jour en tant que talent spécial. C'est quelque chose que Yurin a inventé sur le coup, mais il espère que Jirino va y croire. Heureusement pour lui, c'est ce qu'il a fait, et Jirino révèle qu'il le suivra. Jirono mentionne alors que Yiren est différent des rumeurs qu'il a entendues à son sujet. Yiren décide alors qu'il est temps qu'il montre quelque chose d'intéressant au forgeron. Jirono regarde Yiren se pincer le doigt avec le poignard et lui ordonne de se réveiller. Il s'avère que le poignard est la relique des myriades de formes, Agnès. La mâchoire de Jirono tombe quand le poignard commence à léviter avec une aura blanche l'entourant. Le forgeron commence à se demander ce qui se passe. Apparemment, l'arme est une épée d'Ego légendaire, et c'était le protagoniste qui était censé l'obtenir. Le système demande à Yorin s'il veut former un contrat avec Agnès, et il dit oui. Juste à ce moment-là, l'arme se transforme en une molécule d'eau. Et de l'intérieur, la voix d'une fille sort, demandant à savoir qui essaie de former un contrat avec elle. Agnès se moque de Yurin, lui disant qu'il est plutôt sans talent. Yurin se rend vite compte qu'Agnès est énervée parce qu'elle ne peut pas sentir de mana de lui. Après avoir fini de se moquer de lui, elle lui demande comment il savait qu'elle était là et comment il connaissait aussi le sortilège pour la libérer. Euron répond qu'il l'a entendu du grand prophète. C'est Euron qui a poussé le prophète dans l'histoire pour plus de cohérence. Même si Euron mentionne cela, Agnès croit qu'il ment. Elle veut savoir pourquoi le grand prophète perdrait son temps avec une personne sans talent comme Euron. Agnès demande alors à Yiren s'il sait ce qu'elle peut faire, et il dit oui. C'est une question facile puisqu'il est celui qui a écrit les paramètres. Yiren explique qu'Agnès peut diviser son corps en corps principal et en sous-corps comme deux armes distinctes. Chacun de ces corps peut alors se transformer en n'importe quelle arme en fonction de l'imagination du manieur. Pendant l'histoire principale, le héros s'est battu en utilisant une épée et un bouclier. Et même si le sous-corps était perdu, il retrouve toujours son chemin vers le corps principal. Après avoir tout dit, Agnès suggère que Yurin renonce à essayer de la manier puisqu'elle ne peut être maniée que par le mana. Juste à ce moment-là, Yurin pointe un doigt sur Agnès, lui disant qu'elle est bruyante. Soudain, Agnès se transforme en anneau et s'enroule autour du doigt de Yurin. Il s'avère qu'Euron a pu réquisitionner Agnès parce que ses arts martiaux se substituent à son manque de mana. Euron demande alors à Jirano combien de temps il lui faut pour emballer ses affaires, et il dit 2 jours. Euron lui dit alors de le retrouver devant le château d'Azayo dans 2 jours à midi. Plus tard, Euron marche dans les rues quand il croise soudainement sa fiancée. Ils sont tous les deux choqués, et Ilia demande à Euron pourquoi il est dans la région. Euron manque de s'effondrer quand il voit Ilia car elle est la dernière personne qu'il s'attend à trouver dans la région. Euron se rend compte que la scène est quelque peu familière à la façon dont Ilia a rencontré le protagoniste dans l'histoire originale. Il apparaît à Euron que l'intrigue principale a reçu une petite modification. Alors qu'il essaie toujours de comprendre ce qui se passe, Ilia lui demande encore une fois ce qu'il est venu faire dans la région. Euron rit nerveusement avant de révéler qu'il est venu trouver un forgeron. Ilia mentionne que leur famille a des tas de forgerons, et Euron est d'accord avec cela, mais dit qu'il voulait embaucher son propre homme. Ilia dit qu'elle l'aurait aidé s'il le lui avait dit plus tôt, mais Yurin l'assure qu'il n'y a pas besoin de cela puisqu'il a trouvé la bonne personne pour le travail. En parlant du loup, Jirono apparaît sur la scène. Yurin présente alors Jirono à sa fiancée. Momentanément, le chef d'escouade des escortes d'Ilia, Musk, lui demande à qui elle parle, et quand elle dit Yurin, Musk est époustouflé. Il semble être troublé par la présence de Yurin, et il commence à se présenter dans les moindres détails. Yurin lui rend l'appareil, mais même s'il ne dit rien, Yurin sait qui il est. C'est lui qui a écrit l'histoire, il n'y a donc aucun personnage caché pour lui. Yurin sait que c'est un personnage secondaire qui ne supporte pas les pauvres. Apparemment, il était censé prendre une autre dimension dans le roman. Une silhouette à capuche était censée bloquer le chemin de Musk et du chevalier lors de leur déplacement. Musk a insulté la personne, mais à ce moment-là, le héros s'est avancé. Une bagarre éclate, mais Ilia parvient à arriver sur les lieux juste à temps pour arrêter le combat. Et après cela, les deux deviennent Roméo et Juliette. Peu de temps après cela, le héros a accompagné Ilia au combat et l'a sauvé d'une situation de vie ou de mort. Comme il ne trouve pas le héros pour l'aider, Euron se rend compte qu'il n'a pas le choix. Il doit sauver Ilia et l'empêcher de mourir. Euron demande alors à Ilia où il se dirige, et elle révèle qu'il y a des rapports de raids d'orques près du château d'Azu. Apparemment, le nombre d'orques augmente, et Ilia et son équipe ont reçu l'ordre d'éliminer les orques. Juste à ce moment-là, Yurin demande une faveur à Ilia, et c'est lui qui l'escorte. Ilia est choquée d'entendre cela, et elle exige de savoir pourquoi Yurin veut venir. Yurin répond simplement qu'il veut de l'expérience au combat puisqu'il est encore en formation. De plus, il dit à Ilia qu'il aimerait voir ses compétences. Ilia fait savoir à Yurin que cela pourrait s'avérer dangereux, mais Yurin lui assure qu'il peut se débrouiller malgré son apparence fragile. Ilia y réfléchit pendant 1 minute, et une fois qu'elle a terminé, elle ordonne à Musk de fournir des chevaux à Yurin et aux forgerons. Musk proteste contre cela, disant à Ilia qu'ils ne vont pas à un pique-nique. De plus, il ne veut pas qu'ils baissent leur garde même s'ils affrontent des orques ordinaires. Musk ajoute en outre qu'il ne peut pas détecter une trace de mana de Yorin et du forgeron.
Musk continue de divaguer jusqu'à ce qu'Ilia devienne sérieuse et lui fasse savoir qu'elle vient de lui donner un ordre. Musk n'a d'autre choix que de le faire, mais il n'en est pas content même s'il ne peut rien y faire. Alors qu'ils se rendent à leur destination, Ilia dit à Yurin de toujours rester à ses côtés car il se dirige vers un endroit dangereux. Yurin assure à Ilia qu'il suivra chacun de ses mouvements. Il s'avère que Yurin et Jirono partagent le même cheval, et Yurin l'exhorte à s'accrocher fermement à lui. Sur ce, ils commencent à se diriger vers la destination cible. Lorsqu'ils atteignent l'endroit présumé, Ilia dit à son équipe qu'ils devront se diviser en équipes de 5 pour trouver le campement des orques. Elle les exhorte à ne pas attaquer s'ils le trouvent. Elle veut qu'ils se retirent et tirent une fusée de signalisation. Sur ce, le groupe se sépare. Après des heures de recherche, l'un des chevaliers demande à Ilia ce qu'ils doivent faire car il se fait déjà tard. Ilia dit alors qu'ils n'ont d'autre choix que de faire demi-tour et de revenir le lendemain. Soudain, il voit une fusée de signalisation dans les airs. Cependant, une autre fusée monte bientôt dans les airs. En un rien de temps, 4 fusées montent dans les airs. Ilia suggère alors qu'ils se dirigent vers la fusée la plus proche, qui se trouve à l'ouest. Son équipe la suit immédiatement, mais au moment où ils arrivent, tous les soldats sont déjà morts. Ilia est horrifié par la façon dont tous les soldats ont été tués. L'un des soldats remarque que l'armure de leur corps a été brisée, ce qui les amène à se demander quel type d'arme les a frappés. Ilia ordonne alors qu'ils se dirigent vers le sud pour vérifier les soldats là-bas. Au moment où ils y arrivent, ils rencontrent la même scène horrible d'où ils viennent. Tous les soldats sont déjà morts, et l'un des chevaliers suggère qu'ils passent à l'endroit suivant. Ilia est d'accord avec lui, mais Yorin les arrête, disant qu'ils ne peuvent pas bouger pour le moment. Ilia est choqué quand Yorin dit cela, se demandant ce qu'il voulait dire par là. Yurin souligne que les orques traquent leurs soldats et sont en train de gagner. Yurin fait savoir à Ilia qu'ils sont en infériorité numérique et n'ont aucune chance de gagner. Yurin veut qu'il tire le signal et rassemble le reste des troupes. Juste à ce moment-là, l'un des soldats crie sur Jurin, lui disant de se taire parce qu'il n'est personne. Le soldat blâme Jurin pour ce qui se passe actuellement. Pendant que cela se passe, Jurin se souvient que le protagoniste s'est également fait insulter au même endroit. À cause de cela, les lecteurs ont été frustrés et ont grondé notre gars pour avoir fait traîner les choses. Entendre les soldats lui parler de cette façon commence à déclencher le SSPT de Irène. Alors qu'il continue à divaguer, Irène lui dit de fermer sa bouche. Urine le frappe avec une attaque avant même qu'il ne s'en rende compte, et il tombe de son cheval. Urine lui dit de connaître sa place et de rester où il est. Le soldat est obligé de répondre à l'Urine comme à son patron puisqu'il est déjà paralysé. Il lui dit alors de regarder et de voir. Urine lève la main, et sur ce, le type est capable de bouger à nouveau. Dans l'histoire principale, Ilia n'a pas écouté le héros et a fait ce qu'elle pensait être juste. Cependant, Euron veut voir si ce sera différent cette fois-ci. Il demande à Ilia quel sera son choix. Étonnamment, Ilia est d'accord avec Yorin, et elle ordonne à ses hommes de tirer immédiatement la fusée de signalisation bleue. Elle veut que les troupes soient rassemblées là où elles sont. Les soldats font ce qu'on leur dit, et ils tirent les fusées dans les airs. Les soldats commencent alors à s'occuper de leurs camarades tombés au combat tandis que le forgeron s'approche de Yurin pour lui dire qu'il est incroyable. Il dit que Yurin a été capable de faire bouger les objets comme il le voulait, mais Yurin ne considère pas cela comme un gros problème. Il demande à Yurin si les soldats vont les rejoindre, mais Yurin lui fait savoir que la plupart des soldats ne s'en sortiront pas. Apparemment, Euron sait ce qu'il fait, et il attend en fait que le vrai combat vienne à lui. Soudain, un soldat se dirige vers leur position, disant à Ilia qu'ils doivent courir. Le soldat a l'air absolument terrifié comme s'il avait vu un fantôme. Derrière les soldats se trouve un groupe d'orques effrayants et puissants. Juste le nombre même d'orques donne des frissons aux soldats. Ilia se tourne vers Yorin et s'excuse auprès de lui parce qu'il est sur le point de mourir, et c'est de sa faute. Juste à ce moment-là, Euron dit à Ilia de ne pas s'inquiéter car personne ne va mourir. Juste au moment où il dit cela, il marche vers les orques, choquant Ilia. Ilia est confuse alors qu'elle regarde Euron approcher les orques avant d'invoquer Agnès. Il lui dit qu'il est temps qu'ils essaient ce qu'ils pratiquent depuis 2 jours. Irène dit à Agnès de générer des balles de fer, et Agnès suit ses ordres. Apparemment, c'est une technique que Irène a acquise après avoir atteint 3 étoiles du corps des 10 000 poisons, mais il n'a jamais eu l'occasion de l'utiliser. Cette compétence s'appelle le fer noir. Elle libère des armes dissimulées remplies de force intérieure en faisant exploser des balles de fer noir. L'arme requise pour cela est une balle de fer noir. Urine tire alors la balle sur les orques, et elle atterrit au milieu de sans faire de dégâts, laissant les orques regarder Urine comme un idiot. Soudain, la balle explose, déchirant tous les orques à portée. Les orques restants sont choqués quand ils voient ça, mais Urine n'en a pas encore fini avec eux. Urine rappelle la balle et la lance à nouveau. Cette fois-ci, elle transperce les orques avant d'exploser et de les réduire en bouillie. Euron rappelle à nouveau la balle, et Ilia lui demande ce qu'il lance. Euron révèle que cela s'appelle l'explosion de fer noir. Euron sourit à Ilia, promettant de lui raconter plus tard les détails sur l'arme. Avec les 2 attaques consécutives d'Euron, il a considérablement réduit le nombre d'orques. Ilia est motivée par cela, et elle crie immédiatement à ses soldats, leur disant de passer à l'action. Elle leur fait savoir qu'ils peuvent gagner, et elle les exhorte à abattre le reste des orques.
Ilya charge en avant, et ses soldats suivent le mouvement. Ilya tranche la tête d'un ORC comme si c'était du papier de soie, et ses soldats suivent également son exemple. Un des orques réalise qu'ils ne sont plus de taille face aux soldats et se retourne pour s'enfuir. Cependant, il se heurte à un mur de briques rouges. Le mur de briques rouges s'avère être un ORC rouge géant avec une aura terrifiante. L'ORC rouge saisit le soldat qui s'échappe par la tête et l'écrase. Les soldats et le reste des orques sur les lieux sont presque pétrifiés à la vue du monstre terrifiant devant eux. L'ORC rouge est tellement géant que les orques verts ordinaires ressemblent à des cacahuètes comparés à lui. L'ORC rouge manie également une lame de la taille d'un bâtiment, mais Irène n'a pas l'air surpris car il s'attend déjà au légendaire guerrier ORC rouge, Karuda. Euron sait qu'ils seront tous finis à moins qu'il ne tue Karuda ce jour-là. Le guerrier ORC, Karuda, dégage une aura écrasante avant de balancer sa grande épée pour éliminer la plupart des guerriers qui se tiennent près de lui. Il saute ensuite vers Ilya, et à cause de cette démonstration de force soudaine, Ilya se fiche de peur. Heureusement, Yurin arrive juste à temps pour la saisir afin de l'empêcher de mourir. Une fois qu'elle est en sécurité, elle se retourne pour voir les corps de ses subordonnés gisant partout, et elle est effondrée. Yurin se tourne vers l'ORC et tire l'explosion de fer noir sur lui. Karuda bloque sans effort le tir, laissant une grosse explosion juste sur son visage, mais il reste indemne. Initialement, Yurin est conscient du fait qu'un guerrier ORC a une peau vraiment dure, mais il n'a jamais su qu'elle était si dure. Ilya se ressaisit et crie sur l'ORC avec rage. Elle sort son épée et active une technique dangereuse pour charger sur l'ORC. Ilya assène plusieurs coups mortels à l'ORC, ce qui laisse ses subordonnés l'acclamer. Même Euron est impressionné car c'est la première fois qu'il est témoin de la compétence hors norme d'Ilya, le trait de reine de l'épée. Cependant, Karuda inverse bientôt la situation quand il libère son aura, faisant disparaître l'esprit combatif d'Ilya. Propulsé par l'aura, l'ORC balance son épée sur elle, brisant son épée, mais elle parvient à s'échapper avec sa vie. Elle retourne à son équipe et leur dit nerveusement que cela pourrait sembler vraiment honteux, mais elle ne peut pas vaincre Karuda. Elle suggère qu'il s'enfuit, mais Irène intervient et, armé d'un de ses poignards, active la technique du tir direct. Il lance le poignard sur Karuda à grande vitesse, mais à sa surprise, Karuda le dévie assez facilement. Soudain, Karuda sent quelque chose le frapper à l'épaule, et avant qu'il ne comprenne, une grande partie de son épaule gauche explose complètement. Réalisant que Karuda est confus, Irène se moque de lui avant de lui dire que le premier poignard qu'il a lancé était un faux. En gros, Karuda était tellement occupé à essayer de bloquer le premier qu'il n'a pas vu celui derrière. Yurin mentionne que la peau de Karuda est peut-être dure comme de l'acier, mais certaines parties de son corps semblent être vulnérables. Apparemment, sa technique a pu révéler tous les points faibles disponibles sur le corps de l'ORC, et Yurin n'a pas pu résister à l'envie de les tester. Karuda charge avec colère sur Yurin, mais il zigzague et saute en arrière avant de lui lancer une autre série de poignards explosifs. Yurin se moque de Karuda, lui disant qu'il a peut-être les nerfs, mais qu'il n'y a aucune chance qu'il l'attrape facilement. Soudain, Karuda remarque un civil innocent derrière lui et se tourne immédiatement vers lui. Karuda saute vers le civil, et Irène comprend qu'il doit sauver le pauvre type d'une manière ou d'une autre. Il active le trésor du petit dragon, qui est une compétence de boost. Il a versé toute la puissance intérieure qu'il pouvait dans la compétence, et il s'est fondamentalement transformé en flash juste pour atteindre le pauvre type avant que Karuda ne puisse le fendre en deux avec son épée géante. Karuda rate légèrement le type et frappe le sol à la place, ce qui laisse le sol brisé. Ilya et les autres soldats sont choqués de voir comment Yurin a pu atteindre le pauvre type avant que l'ORC ne le frappe. Yurin est furieux contre Karuda pour ce qu'il a essayé de faire, et il décide de terminer le combat. Yurin déchaîne l'une des 4 armes cachées surpuissantes du clan Tang des 4 cieux, le papillon fleur de sang. Il envoie les papillons vers Karuda, et ils semblent tous inoffensifs, même pour Ilya et les soldats. Avant que Karuda ne s'en rende compte, il est déjà submergé par les papillons, et soudain, les papillons explosent sur son corps. Karuda hurle de douleur pendant qu'Ilya regarde avec choc et horreur. Quand la fumée se dissipe, il y a un énorme trou en plein milieu de la poitrine de Karuda, et il s'écrase au sol. Les soldats se réjouissent d'avoir gagné, mais Ilya attire leur attention sur la petite friture qui traîne encore. Sans perdre de temps, Ilya et ses soldats se précipitent vers les orques pour les achever. Grâce à cela, Euron est en mesure de remporter avec succès sa première bataille. Yurin se précipite vers Ilya pour lui demander si elle va bien. Ilya répond qu'elle n'est pas blessée et admet qu'elle doit la vie à Yurin. Cependant, Yurin essaie d'être modeste, disant à Ilya qu'il est tout à fait normal qu'ils s'entraident. Yurin décide alors de lui parler de ce qu'elle lui a demandé plus tôt. Il avoue qu'il n'utilise pas d'épée parce que son domaine d'expertise est les armes cachées. Ilya est choqué d'entendre cela, et elle demande à nouveau s'il veut dire des armes cachées comme des poignards, et il dit oui. De plus, la sphère explosive et le papillon sont tous des armes cachées. Ilya est finalement époustouflée car elle n'a jamais su que les armes cachées étaient si puissantes. Yurin comprend qu'il est assez difficile pour elle de l'accepter puisqu'elle a passé toute sa vie à croire que l'épée est la plus grande arme qui soit. Cependant, Euron espère que sa démonstration de l'arme cachée changera sa perspective sur les choses. Un des soldats s'approche d'elle, lui disant qu'il a préparé une bourse magique à leur intention.
Puisqu'ils ne peuvent pas récupérer tous les cadavres en même temps, Ilia suggère qu'ils prennent au moins la tête du guerrier ORC. Elle coupe la tête de Karuta et la met à l'intérieur de la bourse magique pour la mettre en sécurité. Comme il commence à se faire très tard, Ilia suggère qu'ils rentrent chez eux. Au moment où ils sont sur le point de partir, Musk et un autre soldat se présentent. Ilia est choqué, et elle lui demande où il était car la fusée de signalisation est montée il y a longtemps. Musk explique qu'ils sont allés trop loin, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils ont été pris en embuscade par des orques. Ils ont affirmé qu'ils avaient été retardés pendant qu'ils se frayaient un chemin. Ilia croit leur histoire, mais est surprise qu'ils soient les seuls à revenir. Musk mentionne que les autres soldats ont été anéantis par les orques car ils étaient beaucoup plus forts que prévu. Ilia exige que Musk l'emmène là où sont les corps. Musk hésite et dit à Ilia qu'il est déjà trop tard, suggérant qu'il vérifie le lendemain. Ilia insiste sur le fait qu'elle aimerait voir les corps à cet instant, et Musk se rapproche d'elle en marmonnant des bêtises. Au moment où il s'approche suffisamment, il sort sa lame avec l'intention de la poignarder. Cependant, avant que sa main ne puisse atteindre Ilia, son bras s'envole. Il tombe de son cheval en se tordant de douleur, et Urine lui dit qu'il savait déjà que c'était un sacré menteur. En gros, il a affirmé qu'il avait combattu des orques, mais il n'y a pas une goutte de sang d'ORC vert sur son corps. Urin a déjà compris qu'il était de mèche avec les orques, et Urin le sait puisque c'est son histoire. Ilia descend de son cheval avec colère et dégaine son épée. Musk hurle alors qu'Ilia marche vers lui parce qu'il sait ce qui va arriver. Il essaie de se sortir de la situation en flattant, mais Ilia s'en fiche alors qu'elle le tue. Ilia ordonne ensuite à ses hommes de saisir le partenaire de Musk. Le type essaie de se défendre en disant qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres, mais personne ne s'en soucie. Le lendemain matin, Oron se réveille avec Girinox qui crie son nom comme s'il lui devait de l'argent. Girinox lui dit qu'il a dormi comme une souche, et qu'il est presque l'heure du déjeuner. De plus, Ilia est là pour le voir. Et juste à ce moment-là, Ilia entre dans la pièce, l'air magnifique et éblouissant. Urine subit presque un gel cérébral à cause de la femme extrêmement belle qui se tient devant lui. Urine essaie toujours de comprendre la beauté devant lui quand Ilia lui dit qu'ils doivent aller chez elle. Apparemment, son père lui a dit de la mener. Sans hésitation, Irène dit à la dame qu'il va la suivre. Dans le roman original, c'est le protagoniste qui a sauvé Ilia et a fini par rencontrer son père, Raymond Marcus. Ilia sort ensuite de la pièce, disant à Irène de se préparer à la retrouver dehors. Irène vérifie la fenêtre d'état et se rend compte que l'affection d'Ilia est passée à 45% juste parce qu'il l'a aidé une fois. Quelques instants plus tard, Irène sort de la pièce pour rencontrer Ilia, qui l'attend. Pendant ce temps, les civils à l'extérieur sont occupés à saluer Ilia en tant que chevalier au sang de fer. C'est un titre noble qui lui est décerné parce qu'elle n'a jamais reculé lorsqu'elle a affronté le guerrier ORC. Étonnamment, ils ont aussi un titre pour Euron, et c'est le magicien d'acier. Euron est choqué qu'il l'appelle le magicien d'acier, mais il se rend vite compte que les surnoms se sont répandus à partir des témoignages des soldats survivants. C'était probablement parce qu'ils l'ont vu manipuler des sphères d'acier, et ils ont automatiquement cru qu'il était un magicien qui contrôlait l'acier. Juste à ce moment-là, Ilia appelle le nom d'Euron et le remercie une fois de plus de lui avoir sauvé la vie, mais Irène lui dit nerveusement qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Ilia mentionne qu'elle est allée dans la forêt plus tôt ce matin pour tenter de récupérer les corps. Elle avoue que la scène était horrible et que les corps mutilés des soldats étaient éparpillés partout. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle aurait été l'une des mortes si Urin n'avait pas été là. Ilia assure ensuite à Urin qu'elle va s'entraîner plus dur afin de devenir encore plus forte. Urin n'est pas surpris par cela car il sait qu'Ilia est sur le point de devenir encore plus forte. Ils entrent dans la cour et Ilia lui dit que le domaine Marcus n'est pas loin de l'endroit où il se trouve actuellement. Apparemment, son père a convoqué les mages de la famille pour les amener au domaine. Les mages créent ensuite une porte de distorsion pour qu'ils l'utilisent. En un instant, Gironox, Ilia et Euron se retrouvent au domaine Marcus, qui est un cadre magnifique. Gironox est finalement époustouflé, le forçant à demander à Euron si tous les nobles ont des maisons aussi belles et majestueuses. Euron, d'un autre côté, ne se soucie pas vraiment de tout cela parce qu'il pense déjà à la nourriture délicieuse qu'ils vont lui offrir. Il se souvient que le protagoniste original s'est vu offrir de la soupe Choran lorsqu'il a rencontré le marquis, mais il pense que son cas sera différent. Momentanément, Irène rejoint Ilia et Raymond dans la salle de réunion. Irène baisse la tête en signe de salutation, mais l'homme l'exhorte à ne pas être aussi formel. Il lui offre un siège et le remercie ensuite d'avoir sauvé sa fille. Comme d'habitude, Irène reste modeste, disant que c'était un plaisir de l'avoir fait. Peu de temps après, le repas est servi et Irène ouvre la plaque avec enthousiasme. À sa plus grande surprise et déception, on lui sert la soupe d'encouragement spéciale de la famille. Raymond lui dit que c'est similaire à la soupe de la famille Rock, mais affirme que la leur est plus riche car elle contient une recette secrète. Raymond dit à Urine qu'il est de tradition pour eux de manger la soupe après une bataille, ce que sa propre famille pratique également. Urine remercie l'homme pour le repas même s'il regrette secrètement toutes ses décisions de vie. Urine mange la nourriture lorsque Raymond lui demande soudainement quand il compte épouser Ilia. La nourriture tombe presque de sa bouche quand il entend cela, le laissant se demander si l'homme le teste.
Il vérifie les statistiques de l'homme et se rend compte que son niveau d'affection est en baisse. Cela dit essentiellement à Yaron que le type le détestait tellement auparavant, mais que ça s'est légèrement amélioré parce qu'il a sauvé sa fille. Yaron a pensé à la meilleure réponse qu'il pouvait fournir, et il a dit à l'homme qu'il serait prêt à épouser Ilia immédiatement s'il en avait la chance. Ilia s'évanouit presque à cause de la rougeur excessive, et tout son visage devient rouge. Yurin continue ensuite en disant qu'il ne pourrait pas le faire parce qu'il n'est pas encore l'héritier de sa famille. De plus, il pense que son passé imprudent a rendu les choses vraiment difficiles pour lui. Yorin dit ensuite à l'homme qu'il veut d'abord changer la façon dont les gens le voient, et au moment où il deviendra l'héritier, il prendra Ilia comme épouse. Raymond demande à Euron s'il pense avoir une chance parce que ses frères et sœurs sont considérés comme des génies. Euron répond subtilement qu'il croit pouvoir y arriver, ce qui fait rire Raymond très fort tout en admettant qu'Euron a vraiment changé. Pour cette raison, il assure à Euron qu'il va le soutenir. Juste à ce moment-là, Raymond dit à Yurin que son père est déjà au courant de sa présence dans la région parce que quelqu'un a dû le lui dire par magie de communication. La peur saisit Yurin alors qu'il demande à Raymond ce que son père a dit. Raymond répond que son père l'a exhorté à le contacter plus tard en utilisant la magie de communication, et Raymond lui assure que quelqu'un lui montrera la chambre de communication après son repas. Yurin remercie le vieil homme pour l'hospitalité, et il comprend qu'il a pu faire bonne impression. Peu de temps après, Yurin se rend à la chambre de communication pour se connecter avec son père. La première image de son père qu'il voit lui dit déjà qu'il a de gros problèmes. Après lui avoir crié dessus, son père lui demande s'il est blessé, mais il assure à son père qu'il ne l'est pas. Son père lui demande ensuite s'il a vraiment sauvé Ilia des orques. Euron répond que c'était essentiellement de la chance, mais le vieil homme ne le croit pas. Il fait savoir à Euron qu'il lui racontera toute l'histoire à son retour à la maison. Il exige de savoir quand il revient, et Euron dit qu'il sera de retour après-demain. Juste à ce moment-là, l'homme lui dit d'amener ses frères avec lui quand il rentrera à la maison, et cela le choque jusqu'aux os. Après l'appel, Irène rencontre Raymond pour lui dire qu'il ne pourra pas rester longtemps car son père lui a confié une tâche. Raymond est déçu, mais il assure à Yurin qu'il va lui fournir de la magie de distorsion. Cependant, Yurin refuse l'offre même si c'est une très bonne affaire. Yurin mentionne qu'il est en pleine formation et qu'il n'a pas besoin de se téléporter pour se déplacer. Raymond est stupéfait et en conclut que Yurin est vraiment devenu une personne différente. Il dit ensuite à Yurin qu'il aimerait voir à quel point il peut devenir plus fort. Yurin remarque qu'Ilia sourit, ce qui signifie qu'elle approuve sa dernière réponse. À l'insu d'Ilia et de son père, Euron a une autre raison pour laquelle il ne veut pas utiliser la magie de distorsion. Alors qu'ils quittent le château, Giranok remarque qu'ils vont dans la direction opposée à celle où ils sont censés aller, et Euron mentionne qu'il y a un endroit où il doit s'arrêter en premier. Il pointe la grande montagne au loin, qui sert de demeure à un dragon. Gironox affirme qu'il connaît le repère parce qu'il y est allé avant d'ouvrir sa forge. Gironox lui demande ensuite s'il y va pour faire un vœu, mais Euron répond non, révélant qu'il y va pour réclamer un trésor. Apparemment, il y a un trésor là-bas que lui seul connaît, mais le protagoniste était censé le trouver plus tard. La grotte est nommée le repère du dragon car on disait qu'elle abritait des dragons dans les temps anciens. Sur le chemin du repère, Irène remarque qu'il y a déjà plusieurs personnes qui y vont pour prier même s'il est encore tôt. Alors qu'ils approchent de la montagne, Euron dit à Gironax qu'ils font le tour de la montagne, et quand ils arrivent à l'arrière, Gironax ne voit rien, ce qui lui fait douter de la raison d'Euron. Cependant, Euron a déjà repéré la poignée d'entrée qu'il a installée. La poignée d'entrée ressemble à celle d'une poignée de porte de voiture, et Yurin s'assure qu'il n'y a personne autour avant de faire son geste. Tout comme l'ouverture d'une voiture, il tire le rocher et cela crée une ouverture. Yurinok est totalement époustouflé quand il voit ça. Et avant qu'ils ne se perdent totalement, Iran suggère qu'ils entrent. En entrant, Iranok est stupéfait de voir à quel point l'intérieur de la grotte est gracieux. Juste à ce moment-là, il aperçoit une pierre précieuse. Mais avant qu'il ne puisse s'en saisir avec empressement, Iran l'arrête, lui disant qu'il ne va que déclencher un piège en la touchant. Kuronox est curieux de savoir quel type de piège sera activé, et Irène dit que toute la zone se transformera en une mer de feu, qui finira par les rôtir vifs. Irène mentionne qu'il y a beaucoup d'autres pièges dans la grotte, alors il suggère qu'il reste près de lui. Peu de temps après, ils arrivent dans une pièce particulière, mais elle semble vide à Girinox à part un hôtel qui s'y trouve. Euron explique ensuite à Girinox que le faux repère de dragon se termine juste là où ils se tiennent. Fondamentalement, il y a des gens debout de l'autre côté qui prient le duo. Euron suggère ensuite qu'il jette un coup d'œil au trésor, mais Juranox est confus par ce qu'il veut dire. Juranox est toujours confus par tout cela, et Euron l'exhorte à tirer la poignée sous l'autel. Juranox le fait, et le couvercle de l'autel tombe, révélant les pièces d'or à l'intérieur. Alors que Juranox se concentre sur les pièces d'or, Urin est plus intéressé par autre chose. Urin ramasse une boîte noire, qui est connue sous le nom de Jade du guerrier, et elle a un effet de renaissance. Euron considère que c'est un élément très important pour qu'il devienne plus fort. Euron dit ensuite à Guranax d'emballer les pièces d'or dans la bourse magique, et une fois qu'ils ont terminé, ils reviennent à découvert. Guranax demande à Euron où il se dirige,
et Euron répond qu'ils vont à la tour de magie à Asa afin qu'ils puissent se téléporter à partir de là. Soudain, Yrène remarque une étrange femme debout devant eux, et de l'étrangère émane une pression terrible et glaçante. Yrène utilise son œil du créateur pour scanner la femme. Et au moment où il sait qui elle est, la peur paralyse Yrène parce qu'elle n'est pas censée apparaître avant plus tard dans le roman. Alors qu'il passe devant la femme, Duranox remarque l'étrangeté dans le comportement de Yurin. Au fond de lui, Yurin panique parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance contre la femme dans son état actuel. Sans réfléchir à deux fois, il se rend compte qu'il doit s'échapper de la zone aussi vite qu'il le peut. Euron exhorte Duranox à venir avec lui car ils doivent quitter la zone rapidement. Plus tard, Euron est assis seul dans sa chambre en pensant à ce qu'il a rencontré plus tôt. Puisqu'elle est censée apparaître plus tard, il se rend compte que la femme était peut-être en route pour récupérer le trésor aussi. Yrène se rend compte qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui a changé. Sans perdre une seconde de plus, Yrène saisit l'objet et le consomme. Son corps commence à réagir, donnant l'impression que son corps est en feu. Il commence immédiatement à méditer afin de pouvoir faire circuler son QI. Une fois qu'il a fini de faire circuler le QI, il reçoit la notification qu'il est devenu un corps martial céleste. Yrène est heureux d'entendre cela car un corps martial céleste apparaît souvent comme la constitution physique ultime lorsqu'on parle de romans d'arts martiaux. Il peut essentiellement reproduire n'importe quel mouvement, qu'il s'agisse d'une épée ou d'un poing. Or on peut déjà voir la différence car son corps est léger comme une plume. Juste à ce moment-là, Jirinox entre dans la pièce avec l'intention de lui demander de la nourriture, mais il se rend soudain compte qu'il est devenu beaucoup plus grand. Urine répond nerveusement que Jirinox a des visions, mais Jirinox dit que non parce qu'il est forgeron et qu'il peut mesurer avec ses yeux seuls. Il fait savoir à Urine qu'il mesurait 178 cm avant, mais qu'il est soudainement passé à 182 cm. Euron est totalement époustouflé par la déduction de Jirinox parce qu'il n'a absolument pas tort. Plus tard dans la journée, les deux se dirigent vers la tour de magie dans le but d'utiliser la distorsion. Le mage leur demande où ils se dirigent, et Euron répond qu'ils vont dans la capitale, laissant Jirinox choqué. Le mage est également choqué, et il révèle que les voyages vers la capitale sont actuellement restreints en raison des menaces potentielles à la famille royale. Cependant, cela est uniquement destiné aux citoyens ordinaires sans statut spécial. Réalisant qu'il n'a pas le choix, Euron est forcé de révéler sa véritable identité et de dire également aux deux que Jirinox est son forgeron personnel. Au moment où il mentionne son nom, l'atmosphère change et les mages commencent à l'appeler le magicien de l'acier. Ils commencent à lui demander s'il est vrai qu'il peut lancer sans cesse des boules de fer sur ses cibles et plusieurs autres questions comme la formule de l'arme. Soudain, le chef du conseil de la tour apparaît dans la pièce et fracasse son bâton sur le sol pour attirer l'attention de tout le monde. Il s'excuse pour l'impolitesse de son disciple et se présente comme Ubion. Euron se souvient d'Ubion parce qu'il était l'archimage, et il n'a été ajouté à l'histoire que pour le plaisir. À l'extérieur, il n'est rien de plus qu'un gentil grand-père, mais au fond de lui, c'est un terminateur en série. Ubion est totalement époustouflé par la façon dont il court vers des figures effrayantes les unes après les autres. Ubion dit ensuite à Ubion que ce sera lui qui le téléportera dans la capitale. Avant de renvoyer Euron, il dit à Euron qu'il a le sentiment qu'ils vont se revoir. Ubion active ensuite la chambre, et Euron et Uronox se retrouvent dans la capitale en un instant. Uronox est stupéfait de voir à quel point la capitale est impressionnante parce que tout le monde a l'air cher. Momentanément, ils arrivent à l'Académie royale des chevaliers. Le garde demande à Euron ce qu'il veut, et il dit au type qu'il est là pour demander une visite. Le garde exige de savoir qui il est venu voir, et Euron se présente, disant qu'il est là pour voir son jeune frère, Colin Rox. Au moment où il mentionne son nom, un beau type aux cheveux argentés apparaît dans le coin et lui demande s'il est le même type qui a vaincu l'ORC. Yurin n'arrive pas à croire que la nouvelle de ses prouesses et de ses réalisations s'est déjà répandue dans la capitale. Le type en conclut automatiquement que Yurin est une personne forte. Yurin se demande pourquoi le type lui parle si familièrement, et il se présente enfin comme Carrick Elion, qui est le deuxième fils du duc d'Elion. Apparemment, il est l'ami de Colin, et il promet d'emmener Yurin à Colin. Même s'il a l'air louche, Yurin ne s'oppose pas à le suivre. Il dit à Gurinox de rester en arrière pendant qu'il vérifie ce que Carrick a pour lui. Pendant qu'ils avancent, Carrick mentionne à quel point il est surpris des pieds de Yurin parce que personne ne le connaît vraiment. Carrick demande à Yurin s'il est un utilisateur de magie, mais Yurin répond que non. En entendant cela, Karak sourit, mais ils continuent leur promenade. Quelques instants plus tard, ils arrivent au terrain d'entraînement, et ils demandent aux autres élèves là-bas s'ils ont vu Colin. Les élèves sont surpris car c'est lui qui l'a emmené voir le professeur il n'y a pas si longtemps. Yurin est surpris par cela. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Caro le présente au reste des élèves, leur disant que Yurin est celui qui a aidé à vaincre l'ORC. Il continue en disant que Yurin n'est pas un mage, mais un guerrier normal comme eux. Carrick prend Yurin au dépourvu et exige qu'il leur montre certaines de ses compétences. Yurin réalise enfin quel était son plan, et puisqu'il l'a pris au dépourvu, il comprend qu'il n'a pas beaucoup de choix. Carrick le met face à un type, Melray, dont il prétend qu'il est moyen parmi eux. Yurin prend une épée en bois en préparation du combat, mais Carrick est surpris car on dit que Yurin utilise des dagues.
Yurin lui assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car ils ne sont pas engagés dans un vrai combat. Karik est époustouflé par cela car il a entendu dire que Yurin ne peut pas manier une épée. Il exhorte Yurin à faire de son mieux contre le type, et Yurin espère le faire afin de pouvoir changer leur mentalité noble pourrie. Il prévoit d'utiliser le corps martial céleste pour voir comment il fonctionne. Une fois la bataille commencée, Melray dit à Yurin qu'il est libre de faire le premier pas. Euron accepte l'offre, et il lève son épée sur lui. Il le frappe nonchalamment, mais Melroy ne parvient pas à le bloquer, et il finit par être frappé si fort qu'il s'écrase au sol. Cela choque tout le monde dans la pièce, et Karik croit que Melroy a baissé sa garde. Karik s'excuse pour le retard et suggère qu'il fasse un autre round. Il fait appel à un autre type, Mula, qui est plus fort que la plupart. Les amis de Mula lui disent de ne pas sous-estimer Lurin car il a vu ce qu'il vient de faire à Melroy. Mula sourit, disant qu'il est évidemment meilleur que Melray. La bataille commence, et Mula fait le premier pas en se précipitant vers Yurin à grande vitesse. Cependant, tout ce que Yurin voit, c'est un type lent qui vient vers lui, et il attribue cela au pouvoir du corps martial céleste. En raison de la facilité avec laquelle les choses semblent, Irène balance à nouveau son épée nonchalamment. Comme avant, le résultat reste le même, et il met Mula KO. Ses amis sont complètement époustouflés une fois de plus. Irène se rend compte que le corps martial céleste a augmenté sa force, sa vitesse et même ses réflexes bien au-delà d'une personne ordinaire. Yurin se moque d'eux, demandant si tout ce que l'Académie de chevalerie produit est un tas de mauviettes. Karik est enragé, mais il parvient à se maîtriser pour exiger un autre match. Cette fois, il dit à Yurin qu'il va être son adversaire car il est le plus fort du groupe. Yurin n'hésite pas avant d'accepter son défi. Et une fois la bataille commencée, Karik active sa technique, ce qui le rend super rapide. Même Yurin admet qu'il est rapide car cela donne l'impression qu'il se bat contre plusieurs adversaires à la fois. Cependant, même avec sa vitesse, les sens accrus que le corps martial céleste produit lui permettent d'esquiver facilement l'attaque de Karik. Avec Karik manquant sa cible, cela le laisse assez ouvert, et Yurin le frappe facilement à la tête avec l'épée en bois pour le faire tomber également. Les élèves sont stupéfaits quand ils voient cela car il est impossible que Karik vienne de perdre contre Yurin. Juste à ce moment-là, un type aux cheveux blonds entre dans la pièce exprimant son choc face à ce qu'il vient de regarder. Yurin est confus quant à son identité, mais il ne sait pas que ce n'est autre que son jeune frère, Colin Rox, qui est un génie de l'épée. Les élèves disent également à Colin qu'Urin est dans la pièce, mais il est totalement confus par cela car il ne peut pas voir son frère, qui est évidemment debout juste devant lui. Il ne veut pas croire que le type musclé debout en sa présence est de l'Urine. Il se souvient que son frère était gros, pas le type musclé en forme qu'il regarde. Colin commence à demander ce qui s'est passé, et l'Urine lui dit simplement qu'il a juste perdu du poids. Colin mentionne alors que la seule chose qu'il a perdue n'est pas le poids car il a même l'air plus grand. L'Urine mentionne nonchalamment que perdre du poids l'a fait grandir aussi. Colin est surpris de voir des élèves allongés à plat sur le sol, et il exige de savoir ce qui s'est passé. Ses collègues lui racontent ensuite tranquillement toute la scène, le rendant encore plus choqué qu'avant. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte que la rumeur selon laquelle Yurin a vaincu un guerrier ORC est vraie. Yurin lui assure que les rumeurs sont vraies à 100%. Colin refuse de croire cela, disant qu'il est impossible que l'Urine soit devenue aussi forte. Urine demande à Colin s'il essaie vraiment de faire une scène, mais Colin répond qu'il n'a jamais considéré l'Urine comme son frère. Colin mentionne qu'il n'a rien qui joue en sa faveur, à l'exception du fait qu'il est né 2 ans plus tôt. À cause de sa grossièreté, l'Urine lui dit qu'il va lui montrer pourquoi il est l'aîné. Urine dit à Colin de s'en prendre à lui, et Colin accepte volontiers l'invitation. Cependant, l'Urine suggère qu'il fasse un pari, et c'est le fait que le perdant accordera au gagnant un vœu. Colin accepte cela, menaçant de faire ramper l'Urine sous lui une fois qu'il aura gagné. Juste au moment où le combat est sur le point de commencer, ses amis lui chuchotent à l'oreille, et l'Urine croit qu'ils lui disent comment il a réussi à mettre les autres élèves KO. Une fois le combat commencé, Colin se donne à fond dès le départ et libère tout ce qu'il a en lui. Irène vérifie la fenêtre des statistiques et se rend compte que son frère déteste vraiment ses tripes. De plus, il a l'air plutôt fort car il est l'empereur de l'épée qui est né avec un don inné pour l'épée. Yurin se rend compte qu'il est confiant car il n'a jamais perdu contre personne de sa tranche d'âge auparavant. Cependant, peu importe la vitesse à laquelle Colin semble être, Yurin ne se voit pas perdre contre lui. Colin se précipite vers lui, mais il esquive facilement et frappe Colin au genou. Yurin a conclu qu'il ne termine pas le combat d'un seul coup comme il l'a fait auparavant. Yurin poursuit avec une frappe à la main car il cherche à le battre assez lentement. 10 minutes plus tard, Yurin est toujours en train d'enseigner à Colin qui est le patron. Urine a ravagé le corps de Colin avec l'épée en bois, laissant tous ceux qui regardent totalement horrifiés. Colin est rapidement tombé au sol en larmes, suppliant l'Urine d'arrêter car il ne pouvait plus supporter le passage à tabac. Yurin lui fait peur une fois de plus en levant son épée sur lui rappelant que la prochaine fois qu'il lui manquera de respect, il subira plus de conséquences que celles qu'il vient de subir. Sans hésitation, Colin accepte cela avec les larmes aux yeux. Irène dit alors enfin à Colin son souhait, et c'est le fait qu'il veut qu'il commence à l'appeler grand frère chaque fois qu'il est près de lui. Colin est choqué d'entendre cela. Et au moment où Irène soupçonne qu'il est choqué, il lève à nouveau son épée sur lui,
mais il se conforme rapidement à l'instruction. Après la bataille, Euron dit à Colin qu'ils vont faire un voyage vers l'Empire où se trouve leur troisième frère, Lan. Momentanément, ils arrivent à la capitale impériale, et l'esprit de Giranok est époustouflé chaque fois qu'ils utilisent la tour magique. Euron mentionne alors qu'il y a une tour magique dans chaque nation, et qu'elles sont toutes des terrains neutres. Quelques instants plus tard, ils arrivent à ce qui semble être l'Académie des Chevaliers Impériaux, un bâtiment vraiment impressionnant. Euron dit alors nerveusement à Colin d'entrer dans l'Académie pour faire sortir Léon. Colin n'a pas d'autre choix que d'accepter et doit même traiter Euron de grand frère avant de procéder à la mission. Peu de temps après, Colin revient avec leur frère, Lorne. Euron est époustouflé par la taille de Lorne, mais Lorne est plus surpris par l'impression qu'Euron dégage. Urine dit alors à Colin qu'il a fait du bon travail. Et comme prévu, Colin parle d'Urine comme de son grand frère. Lorne s'approche d'Urine en disant qu'il a entendu une partie de son histoire par Colin, et Urine dit qu'il est soulagé, mais lui dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Soudain, Lorne mentionne qu'il y a un problème, et c'est le fait que la capitale impériale est actuellement en confinement. Apparemment, on peut entrer, mais on ne peut pas sortir car plus tôt dans la matinée, le prince héritier impérial a été envoyé dans l'au-delà par des assassins. Cela laisse Euron finalement choqué et piégé en même temps car il sait ce qui va arriver. Euron essaie de se creuser la tête, mais ne se souvient d'aucune partie où le prince est mort. Lorne explique que le prince héritier a été assassiné à l'aube, et Euron comprend pourquoi il y avait des soldats partout lorsqu'il venait à l'académie. Euron s'interroge sur la possibilité de cela et sur qui aurait pu faire ça en premier lieu. Lorne raconte qu'il a entendu des rumeurs sur la fiancée du prince héritier, une princesse d'un autre royaume. Il s'est avéré que le prince l'avait invité à sa séance d'entraînement pour lui montrer à quel point il était compétent. Après avoir fini de montrer son talent à la princesse, il se dirige vers elle, mais soudain une pointe de pierre émerge du sol, empalant le prince et l'envoyant finalement dans l'au-delà. Colin entend cela et mentionne que c'est un acte de sorcellerie. Apparemment, il est même interdit d'utiliser la magie dans le palais royal, et Léon dit que savoir comment cela s'est produit est la raison pour laquelle tous les maîtres de la tour des mages ont été convoqués au palais. Ce n'est que le chaos dans la capitale, et Yorin vient de s'y retrouver. Colin est extrêmement choqué que le prince héritier soit mort en plein dans son palais, et pour empirer les choses, c'était devant sa fiancée. Quand Urine a appris qu'il s'agissait d'une pointe de pierre, il a rapidement compris qu'il avait fait. Fondamentalement, le groupe derrière cela va bientôt se déchaîner sur le continent en utilisant l'assassinat du prince comme tremplin. Cependant, Yaron se demande pourquoi cela se produit sitôt car cela est censé se produire à mi-chemin de l'histoire. Il commence à se demander si l'intrigue a été tordue et avancée, mais cela le laisse effrayé car lui et le protagoniste ont encore besoin de plus de temps pour exploiter réellement leur potentiel. Néanmoins, il croit que l'obtention du corps martial céleste va être d'une grande aide. Euron demande alors à ses frères où ils peuvent trouver la meilleure auberge de la capitale. Lorne mentionne la larme de dragon et la foi de géant, et Urine opte pour la larme de dragon. Urine dit à ses subordonnés de l'attendre à l'auberge pendant qu'il essaie de trouver un moyen de les faire sortir de la capitale. Lorne demande à Urine où il se dirige, et il révèle qu'il part rejoindre un vieil ami. Ses frères sont choqués d'entendre cela, et ils demandent quand Urine a commencé à avoir des amis dans la capitale. Quelques instants plus tard, Urine est arrivé à Flamberg, un bar qui n'est ouvert qu'aux membres nobles. Urine se cache quelque part pour porter la tenue qu'il avait préparée plus tôt, et une fois qu'il a terminé, il invoque Agnès. Il dit à Agnès de l'aider à déguiser son visage, et Agnès est surprise qu'Euron sache qu'elle peut faire quelque chose comme ça. Euron sourit nerveusement, disant que ce n'était qu'une intuition. Agnès est sous le choc, mais avant de se lancer dans le forage, elle lui demande à qui il veut ressembler. Irène regarde autour de lui, et il aperçoit un noble qui quitte le bar. Il dit à Agnès de le faire ressembler au noble, et Agnès se met au travail. Elle se transforme en sa forme liquide et couvre le visage de Irène pour le transformer en la cible souhaitée. Le garde est choqué de revoir le noble baron Véré. Yorin, maintenant sous l'apparence de Véré, joue le jeu, disant qu'il avait l'intention de partir, mais il a soudainement eu l'envie de boire à nouveau. Le garde le croit et l'exhorte à ne pas trop boire. Yorin se dirige vers le bar, et le serveur exprime également son choc de revoir Vera. Yorin essaie d'agir cool en disant au serveur de lui donner la même boisson qu'il prenait avant. Une fois que le serveur le croit, Yorin comprend que son infiltration est déjà réussie. Il concentre ensuite son énergie sur sa super ouïe pour entendre ce dont les gens du bar parlent. Les premières minutes ne sont que des divagations et des plaintes sans rien d'utile qu'il puisse utiliser. Juste à ce moment-là, Urine entend une fille ivre parler de la façon dont elle a tué son amant, et cela attire immédiatement son attention. Le serveur réconforte la dame, lui disant qu'elle va trouver quelqu'un de mieux. Urine essaie ensuite un message télépathique avec la fille. Il entre dans sa tête, lui demandant si elle s'est amusée avec le prince héritier. La fille panique quand elle entend ça, et elle hurle à plein poumon. Cela déclenche une onde de choc massive qui secoue le bâtiment jusqu'à ses fondations, et il commence à s'effondrer. Le bâtiment s'effondre, et la fille montre enfin son vrai visage, l'air dangereux avec une puissance écrasante. Urine utilise la fenêtre de statue, et c'est alors qu'il se rend compte que la fille est l'un des 7 péchés, l'envie. Pour empirer les choses, elle est plus forte que Urine ne l'imaginait.
La peur paralyse l'urine alors qu'il commence à douter de sa capacité face à une puissance plus terrifiante. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.